Bonjour. Ok. Bonjour et bonsoir à tous. Ah oui, Selon c'est les bonsoir territoires pour et les certains. selon les territoires et les fuseaux horaires que l'on traverse, hein. En tout cas, ça fait Exact. plaisir. Ça fait plaisir d'avoir Guillaume parmi nous et ça fait immensément plaisir d'avoir la communauté Ardennes avec nous sur un sujet épineux qui est l'Active Directory et le durcissement de celle-ci. Encore mille merci Guillaume de ta présence parmi nous. C'est vraiment super. C'est vraiment super, c'est vraiment super. Très rapidement, l'OCOI, donc jeune communauté cyber sur la zone océan Indien. Donc on réunit pas mal de territoires, à savoir l'île de la Réunion, l'île Maurice, Madagascar et les Comores, Mayotte. En espérant que toute cette population sensibilisée à la cyber sera parmi nous ce soir. Voilà. Bien, bonsoir à tous. C'est je suis Bruno Carnasi, donc je suis trésorier adjoint de l'OCOI. Je connais un petit peu plus la partie Ardennes 365 que la partie Ardennes AD, parce que je travaille un peu plus, on va dire, sur la partie cloud que mon collègue Flavien. Mais du coup, j'ai découvert cette partie-là avec vous. Voilà, donc ce soir, donc 18h, 18h, il y a 15 participants. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 2-3 minutes? On peut attendre 2-3 minutes et puis on va démarrer. Ouais. Moi, ça me laisse le temps de finir quelques maquettes, tout bien préparé, et puis ça sera nickel. Ok. Donc en attendant OCOI, il y a un petit site web sur lequel vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe autour de cette communauté. Vous avez la capacité de vous inscrire pour rejoindre la communauté et puis avoir accès à différents outils et à différents profils en fait, membres de la communauté. Alors, bien naturellement, très orienté zone océan Indien, mais on a quelques porteurs sur l'Europe qui nous soutiennent, en fait. Clairement, comme toute association, plus il y a d'adhérents, plus on va pouvoir faire des événements qui tiennent la route et pouvoir également faire autrement que des webinaires, en l'occurrence quelques événements qu'on aimerait faire sur l'île de la Réunion et sur les autres territoires de la zone océan Indien. Voilà ce qu'il y avait à dire sur OCOI. Donc vous pouvez aussi nous contacter par mail, sur info avec un s @ocoi.org. Et puis en fait, on va vous souhaiter une excellente session à tous. Et encore mille merci à la communauté Ardennes de nous avoir rejoints et d'être présents aujourd'hui pour aller, on va dire, une première partie qui est la partie Ardennes AD. Il y a d'autres choses dans les cartons, mais ça nous semblait assez important vu le contexte des entreprises sur le bassin, de commencer par la partie Ardennes AD et peut-être et sans doute plus tard la partie Ardennes 365, Ardennes CS, etc. Mais Guillaume vous dira tout ça et vous fera un petit topo de ce qu'il y a dans les cartons pour plus tard. Voilà. Guillaume, écoute, c'est à toi. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je te laisse Je la vous parole. propose de démarrer. Eh bien, écoutez, ravi en tout cas d'être avec vous. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Alors, on va faire une présentation très orientée technique. Donc, on fera pas mal de démonstrations, pas mal de sujets différents. Donc là, typiquement, on va commencer par quand même quelques petits rappels liés, par exemple, à tout ce qui est attaque. Donc ça, on va en parler de ce pas. Et puis, si ça vous va, on expliquera après le pourquoi de ce modèle de sécurité, justement, qu'est-ce qui permet d'apporter et toute la logique, en fait, de la solution Ardennes AD. Donc, pour me présenter rapidement,
En fait, moi, je m'appelle donc Guillaume Mathieu. Je suis le responsable de l'équipe sécurité opérationnelle Microsoft chez Synetis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle équipe de 15 personnes, enfin 16 depuis ce matin. Il y a un nouveau collègue qui est à mes côtés, justement. Et en parallèle de ces activités, on va dire entreprise chez Synetis, et bien en fait, on a monté il y a de ça à peu près 1 an et demi une association donc, qui s'appelle la Communauté Arden. Alors, d'où vient cette association et pourquoi elle a été montée? En fait, dans une vie précédente, j'avais le malheur d'être directeur technique d'une société d'infogérance. Alors, pas que la société était désagréable, au contraire, c'était plutôt une société très sympathique. La preuve, on s'entendait tellement bien qu'on a fondé une association tous ensemble. Mais c'est une société, comme toute société d'infogérance, qui a dû énormément se transformer et faire face à la vague des cyberattaques. Et les infogérances d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'infogérance d'il y a 10 ans. L'infogérance d'il y a 10 ans, c'est vous disiez à un client qui payait 30 € par mois pour un serveur, et globalement, quand il vous appelait parce que c'était planté, vous le redémarriez. Ça, c'était l'infogérance de l'époque. Et une fois par an, on le patchait. L'infogérance d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. L'infogérance d'aujourd'hui, il faut garantir que les infrastructures, elles sont sécurisées. Et pire que tout, en tant qu'infogérant, vous pouvez vous retrouver ciblé et que tous vos clients se retrouvent cryptoloqués parce qu'un de vos outils de sécurité commun à tous vos clients se fait compromettre. Donc, en fait, le métier a totalement changé. C'est un véritable enfer. Parce que, en gros, il faut des milliers de jours hommes pour arriver à remettre à niveau les infrastructures des clients. Et donc, me revoilà, il y a de ça 2 ans, en plein milieu de ce chantier immense où on se rend compte qu'on a 220 clients et que globalement, ils ne sont pas au niveau en termes de sécu. Et en fait, on se rend compte rapidement qu'il faut faire 220 fois la même chose, mais surtout qu'on n'aura pas d'architecture, pas d'ingénierie et qu'une armée de techniciens de très bonne volonté, donc techniciens / admin, mais qui restent des techniciens / admin. C'est-à-dire que ce n'est pas des consultants en expertise sur Active Directory. Et Active Directory n'était qu'un petit sujet parmi l'immensité des sujets qu'il y avait. Il y avait les mêmes problématiques côté réseau, messagerie, etc. Et donc, en fait, avec les collègues de cette société-là, on se rend compte que rapidement, notre objectif numéro 1, ça va être de produire des fichiers qui vont permettre, en fait, aux gens d'apprendre même quand ils ne sont pas experts. Alors, on commence comme tout le monde avec des documents à la CIS Benchmark, 2-3 000 pages. Bon, les retours sont très mauvais sur ces documents-là. Personne ne les lit, il n'y a rien qui se passe. On est toujours en mode passoire. Jusqu'au jour où une des personnes s'appelle Jean-François Fernandez, qui était à l'époque mon collaborateur, qui est aujourd'hui un des 3, on va dire, cofondateurs historiques. On est 5 cofondateurs dans l'association. Me dit que le format que je propose, ça embête tout le monde, personne n'y comprend rien, ça fait peur. Et que lui, c'est un ancien militaire, et lui, ce qu'il aimerait, c'est une checklist. Comme ça, il coche les cases et il sait où il en est. Et ma foi, il avait raison. Donc, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, c'est la checklist qui permet de faire le paramétrage d'un annuaire Active Directory. Et ce sont en fait les spécifications historiques d'Arden AD. Alors, à l'époque, il n'y avait pas 50 lignes comme aujourd'hui, il y en avait plus de 300. Sauf qu'en fait, entre-temps, quelqu'un qui s'appelle Loïc Vermand s'est mis à automatiser toutes ces lignes. Et c'est ça qui a donné la naissance d'Arden AD. Donc concrètement, l'objectif, c'était déjà de permettre aux techniciens d'arriver à déployer à peu près correctement un annuaire AD. Sachant que c'était pour des TPE, PME. Hein. Donc on ne fera évidemment pas intervenir des techniciens / administrateurs système et réseau généralistes en expertise sur des infrastructures de 1000, 2000, 3000, voire plus que d'utilisateurs. Hein. Ce n'est pas les mêmes besoins. Mais pour les petites sociétés, c'est déjà une bonne réponse. Parce que globalement, ils mettaient toujours la même conf et le technicien savait le faire de manière autonome. Il y avait toujours quelques incidents, mais on s'en sortait. Et le tout en quelques jours. Donc en fait, c'était ça la philosophie. C'était arriver à rendre accessible des choses qui n'étaient pas accessibles normalement au TPE, PME historiquement. Un modèle de tiering à l'époque, c'était 500 jours hommes pour une société d'à peu près 5000 personnes. Aujourd'hui, on espère que grâce, entre autres, à ce qui a été fait avec la communauté Arden, le ticket d'entrée est à 5 fois moins important. Voilà, maintenant, c'est des projets, une cinquantaine de jours, une centaine de jours, on fait très bien un projet de durcissement AD. Même pour des sociétés de type 5 à 10 000 personnes. Avant, c'était infaisable. Parce qu'il fallait à chaque fois repartir de zéro avec quelque chose qui n'était pas standardisé. D'ailleurs, le nom du fichier porte bien son nom. Hein. Standard. C'est pour standardiser.
Donc voilà, c'est ça qui a été à l'origine de la communauté Harden. Donc je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus ou si la logique est claire. Ce que je vous propose, c'est de faire le point en 2 temps. Un point où on va d'abord présenter la menace, parce que pour savoir défendre, il faut savoir attaquer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde arrive à comprendre comment attaquer un minimum et comment les attaques fonctionnent. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple en fait, les attaques. C'est diaboliquement simple. Et tout le principe, ça va être ça. Ça va être justement de vous montrer les attaquants, comment les attaquants font, et on va en conclure les mesures à mettre en place. Donc là, vous avez une keychain qui explique comment un attaquant de l'extérieur, il va pouvoir rentrer. Donc la première phase, c'est la phase de reconnaissance externe. En gros, pendant cette phase-là, on va utiliser des sites web comme DNS Dumpster, LinkedIn, Hunter.io, qui vont nous permettre d'avoir pas mal d'informations sur la société. Donc, je vous propose, c'est qu'on aille par exemple sur le site DNS Dumpster et qu'on voit en fait qu'est-ce que ça nous permet d'avoir. Donc, imaginons qu'au début, j'ai juste des informations, j'ai votre nom de domaine. Vous êtes ma cible, mais j'ai juste votre nom de domaine. Qu'est-ce que je vais arriver à trouver avec DNS Dumpster? Eh bien, j'ai réussi à trouver toutes les entrées DNS, par exemple, d'une société. Alors, on va prendre un exemple aujourd'hui. Ça va être celui de Microsoft. Vous allez voir quand même, c'est assez impressionnant. Donc là, on va voir toutes les entrées DNS connues de la zone DNS publique de Microsoft. Et vous voyez, rien qu'en tapant Microsoft, je sais déjà qu'effectivement, ils ont des serveurs DNS sur Azure. Je sais que très probablement, ils ont du Google Site Verification, puisqu'il y a du Google Site. Mais derrière, si je regarde un peu, ça sent la clé M365. Vous voyez, VSPF, je sais très bien qu'ils sont probablement sur une messagerie. Alors peut-être M365, on ne peut pas être sûr parce qu'il n'y a pas le habituel spf.microsoftonline.com, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses quand même en Microsoft. Donc probablement de l'exchange en mode hybride. Et vous voyez, en fait, on a déjà plein d'infos. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'aller chercher des choses de type EXT. Est-ce que j'ai un VPN point quelque chose, un EXT point quelque chose? Et souvent, en fait, on trouvera la porte d'entrée comme ça des sociétés. Il faut savoir aussi que malheureusement, quand on a une messagerie Microsoft 365, on a la possibilité, on a des informations qui sont publiques. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. On va se connecter à la messagerie 2 instants de la communauté Harden. Donc, je vais lancer un navigateur. Regardez comment elle fonctionne. Oula, j'ai mal tapé. Vous voyez, là, je me connecte sur la page d'accueil Azure AD. Je vais taper un login qui n'existe pas. Par exemple, Synetis.com, mais je vais mettre Synetisa. Vous voyez la réponse? Ce compte n'existe pas. J'ai l'information comme quoi le compte n'existe pas. Si maintenant je tape guillaumemathieu@synetis.com, vous voyez, je n'ai pas besoin de plus que l'adresse mail. Je vais retrouver des informations très intéressantes. Vous voyez, là, je suis en mode fédéré et hop, c'est en train de me rediriger vers ma page d'authentification qu'on a vu rapidement, qui était avec un idp.synetis.com. Ces informations-là, elles sont forcément publiques par définition. Alors, comme je suis déjà authentifié dans le contexte Synetis, évidemment, on l'a vu. Donc, encore une fois, quand on va avoir des messageries externes, type Microsoft 365, on va avoir énormément d'informations. Et encore une fois, ça va me permettre de faire de la reconnaissance et par exemple obtenir une liste de domaines de messagerie qui pourraient être enregistrés sur mon tenante. Et de nouveau, ces domaines de messagerie, je vais le repasser dans DNS Dumpster, dans Hunter.io et je vais comme ça creuser. L'outil qui va me permettre de me faire la reconnaissance d'un tenant M365, par définition, c'est l'outil AAD Internals. Donc ça, c'est un outil absolument diabolique. Alors, je vous propose, c'est qu'on aille ouvrir justement une partie de la documentation interne de la communauté. Donc, si on va sur le Teams Harden 365, dans documentation, on a justement ces techniques-là qui vous sont présentées. Et on va aller voir justement comment, en fait, toutes ces informations-là vont me permettre de globalement trouver la porte d'entrée de la société. Donc là, on voit qu'on a encore une phase de reconnaissance externe. On a vu du DNS Dumpster, on vient de voir la notion de AAD Internals. Je vous propose juste de voir quelques commandes AAD Internals qui vont être assez intéressantes. Donc en fait, ça s'appelle l'OSINT.
Open Source Intelligence. C'est pas bien plus méchant que ça. Et comme vous voyez, DNS Dempster, il y a quelques petites choses. Il y a le showdown aussi.io, on a plein d'informations. Dès que vous avez les IP publics grâce aux entrées DNS, ben, vous pouvez commencer à scanner. Le ONAF. Et là, en fait, on peut même aller sur du hunter.io pour récupérer des adresses email. Donc, par exemple, si on tape microsoft.com, on voit qu'il y a des adresses email qui vont sortir avec tous les articles de qui a écrit. Donc, comme ça, vous allez pouvoir trouver le format des adresses email, le format très probablement des logins. Parce que quand on a un annuaire AD et un annuaire Azure AD de Microsoft 365, généralement, l'adresse email est égale au user principal name. Donc, on va trouver plein d'infos jusqu'à aller commencer à faire quelques commandes de ce type-là en AAD internal, ce qui va nous permettre assez rapidement de savoir globalement quels sont les domaines, quelles sont la configuration. Et vous voyez, le invoke AAD int recon as outsider, c'est je vais faire de l'énumération de domaines de manière totalement anonyme. C'est-à-dire que je n'ai aucun compte. Et pourtant, il va me sortir plein d'informations extrêmement intéressantes. Donc, je vous propose, c'est de démarrer sur un environnement. Alors, je ne sais plus si j'ai le module AAD internals d'installer. Sinon, tant pis, je vous montrerai juste les captures d'écran que ça donne. Et c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Et donc, rapidement, en fait, qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant? Il va réussir à avoir un accès de type, en fait, il va réussir rapidement en fait, à savoir quel est le point d'entrée de la société. Est-ce qu'il y a un VPN? Est-ce qu'il y a une ferme RDS, une ferme Citrix? Quelque chose de ce type-là. Ah, il était déjà chargé. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai importé AAD internals. Et donc, je vais pouvoir faire ça. Je vais le faire, on va dire, que sur mon adresse de Harden. Et là, vous voyez, ce qui va sortir, c'est tous les domaines de messagerie de mon tenante que vous n'êtes pas censé connaître. Et pourtant, maintenant, vous avez accès à l'information de mon nom de domaine par défaut de mon tenante. Donc, rappelez-vous, dans une logique d'attaque, si j'ai par exemple 50 domaines, eh ben, je vais refaire un coup de DNS Dumpster jusqu'à retrouver le domaine interne où j'ai peut-être ma plateforme de VPN. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes à creuser. OK? Donc, une fois que j'ai trouvé la porte d'entrée, je vais cibler maintenant et que j'ai trouvé quelques bases d'adresses mail, je vais aller regarder sur I have been pwned si effectivement les adresses n'ont pas été compromises déjà, s'il n'y a pas un login mot de passe qui sortirait. Et si par chance j'ai trouvé un VPN et qu'il n'y a pas de MFA, eh ben bingo, je peux me connecter au réseau de l'entreprise. Et là, ce qui va être intéressant à comprendre, c'est qu'on arrive maintenant à l'étape 3, où je vais pouvoir lancer tous les outils de scan gratuits comme Pingcastle, Azure Root Dundoon, les AirSat, qui vont en fait me permettre d'énumérer l'AD et d'avoir énormément d'infos. Mais juste avant d'aller sur ce sujet-là, je voudrais d'abord qu'on parle en fait de comment je fais quand j'arrive pas à avoir un login mot de passe et comment je fais quand j'ai besoin par exemple du MFA. Eh bien, il y a un outil absolument important à connaître qui s'appelle EvilGinx que vous devez connaître. Et ce EvilGinx va vous apprendre quelque chose qui est assez terrible, c'est que c'est hyper facile, via un peu de phishing et du mine the middle, de récupérer des logins mots de passe. Je vous montre de ce pas. Alors, on n'aura pas le temps de faire la démo complète EvilGinx, c'est pas grave, mais je veux vraiment vous montrer ça. Donc, EvilGinx, c'est un outil de mine the middle. À la communauté Harden, on s'était amusé à acheter le domaine ms365.fr. Et on a fait ça pour tester un peu la solution avec quelques copains. On leur a envoyé un email qui leur disait que leur équipe Teams allait être désactivée. Mais ils ont tous cliqué parce que l'URL de Azure AD, c'est login.microsoftonline.com. Et franchement, login.ms365.fr, c'est presque plus crédible. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur ce lien-là? Eh bien, vous tombez sur une page d'autante qui est en fait portée par un serveur EvilGinx qui ressemble à s'y méprendre à Microsoft 365. Et à chaque fois que vous me rentrez une information, moi, je la rejoue au point de Microsoft. Et je me fais passer pour le vrai client. Et quand Microsoft me renvoie quelque chose, je vous le renvoie. Donc, je suis une sorte de proxy, reverse proxy. Alors, EvilGinx, ce n'est pas que sur M365. Hein. Il y a énormément de sites web différents. Vous pouvez simuler une page Okta, une page TikTok, ProtonMail, etc. C'est vraiment diabolique. Et en fait, tout à la fin, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais réussir à récupérer un jeton. Et ce jeton, c'est le fameux jeton PRT Azure AD. Et ce jeton-là, il est valide. Je peux utiliser un outil qui s'appelle Cookie Editor
qui va me permettre de le réinjecter dans le navigateur. D'ailleurs, je crois qu'on le présente là, le cookie editor. Voilà. C'est un petit plugin, vous pouvez mettre un Chrome et hop, je réinjecte le jeton et plus besoin de m'authentifier avec le MFA. Donc, même avec le MFA, ça marche. D'ailleurs, petite question à mon collègue de droite. Tu t'authentifies sur ma page, login.microsoftonline.com. Tu te fais avoir. J'ai vu que tu étais quelqu'un d'assez colérique et tu es responsable d'un service, on va dire. Je t'envoie comme quoi ton équipe Teams va être désactivée. Tu fais ah, c'est salaud de l'informatique interne. Ils m'ont fait du shadow IT, je suis pas au courant, ou plutôt les salauds de mon équipe, ils m'ont fait un coup derrière mon dos. Ils m'ont créé un canal, je suis pas au courant. Un canal de communication, vous l'aurez compris. Donc, on réagit un peu sur le nerf. On vérifie quand même, parce qu'on est quand même dans la cyber, l'URL. L'URL est valide. Certificat à Let's Encrypt, bien entendu. 3 mois de validité. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu te fais avoir. Tu vas réentrer ton login mot de passe. Et en fait, l'expérience, clairement, que tu vas avoir, ça va être celle-ci. Tu t'authentifies et à un moment, tu vas te prendre le MFA. Et le MFA, bah, c'est toi qui vas le prendre. Et c'est normal, parce que c'est ton numéro qui est renseigné. Donc, pas de souci, tu t'attends à te le prendre puisque tu m'as fait la demande. Donc, tu génères la demande et là, à ce moment-là, tu accèdes à la page. Sauf qu'entre-temps, c'est moi qui ai reçu la page et je te l'ai renvoyée. Alors, évidemment, quand tu vas cliquer, au bout d'un moment, il y aura une erreur. Mais tu vas juste croire que c'est ta connexion qui n'est pas stable. Et entre-temps, moi, j'ai récupéré ton login mot de passe avec un jeton qui pourrait. Enfin, j'ai réussi à m'authentifier avec y compris du MFA. Donc là, je peux rejouer tout ça avec la partie VPN. Et bingo. En admettant que j'ai un VPN sur Azure AD, bien entendu. Si c'est un VPN sur AD qui n'a pas de MFA, bah, je suis tranquille. S'il y a un MFA autre qu'Azure AD, bah, là, il faudra que je trouve une autre méthode. Mais on se rend compte donc que rentrer dans l'entreprise, c'est très simple. Et une fois qu'on est dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Des outils comme Pincastle, Bluedoon, AD Internals, DS Internals, tous ces outils-là peuvent être utilisés en tant qu'utilisateur standard et tout de même nous afficher énormément d'informations sur les vulnérabilités. Donc, très probablement, l'attaquant va réussir assez rapidement à élever ses privilèges sur plusieurs serveurs qui sont soit pas patchés, soit qui ne sont plus supportés, jusqu'à éventuellement arriver à prendre le contrôle de serveurs critiques, comme le serveur Azure AD Connect. Et là, je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite sur une première démonstration qui va nous permettre de comprendre comment on peut hacker en 10 minutes un serveur Azure AD Connect et cascader à la fois domaine admin et global admin de manière ultra simple. Donc, dans mon scénario, je suis à l'étape 3 et j'ai vu que, manque de bol, il y avait un serveur qui n'était pas patché. Ce serveur-là, il m'a permis de récupérer un login mot de passe. On verra comment dans une seconde vidéo. Il m'a permis de récupérer un login mot de passe d'un compte d'administration T1. Mon serveur Azure AD Connect n'est pas plus sécurisé qu'un serveur quelconque. Donc, avec ce compte d'admin, je peux être admin local du serveur Azure AD Connect. J'en suis là à cette étape-là au moment où je vous présente cette attaque. Donc là, je vous propose, c'est que maintenant, on va retourner sur mon serveur Azure AD Connect. Hop. Et là, on va commencer à comprendre pourquoi les modèles de sécurité sont une nécessité et pourquoi il faut vraiment prévoir énormément de cas de figure et que c'est très, très compliqué de défendre et extrêmement simple d'attaquer. Donc là, je me connecte avec mon compte gmathieu T0 sur l'Azure AD Connect. Alors, normalement, là, je me suis juste connecté avec un compte admin local. Ce que fera l'attaquant une fois qu'il se sera connecté avec un compte admin local, c'est qu'il ira se rajouter un petit compte. Vous voyez, là, on est sur l'Azure AD Connect. Il ira se mettre à AD Sync Admin. À partir de ce moment-là, il va pouvoir avoir accès à tout l'Azure AD Connect. L'Azure AD Connect, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de synchro. Qui dit moteur de synchro dit j'ai des droits dans l'AD, j'ai des droits dans l'Azure AD. Effectivement, quand je lance la console Sync Service, on voit que j'ai des connecteurs. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que l'Azure AD, il réplique des choses. Il réplique aussi les mots de passe. Donc, si j'arrive à récupérer ces petits comptes-là, il y a des chances que ça soit sympathique. Vous voyez, là, le compte MSOL. Même principe pour le compte Azure AD. Je peux répliquer, je peux synchroniser des objets avec des forts privilèges. Ah, si on y arrive à y accéder, il y a des chances que ça soit assez intéressant, voire même qu'on puisse prendre le contrôle du tenant. Le compte s'appelle Sync, comme vous voulez le voir, VMSRV1. Bon, et ben écoutez, si je vous dis qu'il me faut moins de 5 minutes pour le faire, vous me croyez? Alors c'est parti,
import module à AD internals. Et vous m'excuserez, il y a une commande de je ne me rappelle jamais. C'est get AD db int quelque chose. Alors, il faut juste que j'arrive à réduire cette bestiole-là. Hop, je vais aller repartager. Voilà, merci. Hop. Et je vais retourner sur la partie Hacking Azure AD Connect de ce petit document. Alors, celui-là est un document public pour information. Donc, tous les docs ne sont pas publics, mais celui-là l'est. Donc, n'hésitez pas à consulter et aller voir ce genre de choses. Et donc, c'est cette phase-là. Vous voyez là, tout ça, c'est détaillé dans le document qui est sur le site ardonad.net. Et si on descend un petit peu, en fait, on se rend compte que l'Azure AD Connect, toute sa conf est stockée dans une base de données, qu'en gros, les logins mots de passe, ils sont ici, mais au format chiffré. Et donc, soit j'utilise un script PowerShell qui est ici, soit j'utilise cette commande-là. Alors, comme c'est pas l'objet de la session aujourd'hui de présenter le hacking Azure AD Connect, on va aller vite, mais c'était pour vous montrer la problématique. Donc là, hop, je vais essayer de faire un get. Ah, il m'a refusé le cochon. Pourtant, j'ai bien le copier-coller. C'est pas grave, on y retourne. Là. Hop. Ben voilà, tout est sorti. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à se loguer avec ce compte MSOL User. Et en fait, on va vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. C'est que le compte MSOL User, on a l'impression c'est un compte standard, mais en fait, il a des droits de dingue dans l'annuaire. Vous voyez, on a l'impression que c'est un compte standard. Si je vais dans Member, Domain User. Ouais, bah si je vais à la racine du domaine, oula, je ne suis pas le bon endroit. Excusez-moi. J'ai partagé le mauvais écran. C'est bien que le slide ne me parlait pas. Voilà, c'est mieux. Donc, nous reprenons le compte MSOL User. Vous voyez, ici, on retrouve l'ID que j'avais vu tout à l'heure. Et en fait, c'est tout comme l'autre plateforme. Et effectivement, c'est un annuaire, un compte standard. Sauf qu'en fait, au niveau du domaine, il a un droit très, très, très important qui s'appelle Replicating Directory Change et Replicating Directory Change All. Dit autrement, si jamais ce compte-là, il se fait compromettre, il y a juste à se loguer avec et vous pouvez faire ce qu'on appelle une attaque DCSync. L'attaque DCSync permet de devenir admin domaine et récupérer les logins mots de passe. Donc, c'est l'étape d'après qui est ici. Donc, voilà, vous loguez avec le compte. Une fois que vous avez fait ça, cette fois, c'est un module qui s'appelle DesInternal que vous installez et vous sortez cette commande-là et le travail est terminé. Donc, vous voyez comment, en ciblant l'Azure AD Connect, on vient de passer de j'ai ma reconnaissance interne à je suis passé domaine admin. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment j'aurais pu quand même récupérer ce premier login mot de passe et en fait, comment tout ça fonctionne. Donc, imaginez que j'ai un serveur qui est vulnérable. Donc là, c'était comment j'aurais obtenu le compte me permettant de me loguer à l'Azure AD Connect. Et bien, en fait, on va aller sur la machine réelle, ça va être plus parlant. Vous voyez, ici, dans HK Local Machine Security, je vais retrouver mon cache d'authentification. Vous savez, c'est ce qui vous permet le soir d'ouvrir une session quand vous êtes déconnecté du réseau. Mais vous voyez, par défaut, il n'y a rien là. Tout ça, c'est bloqué. En fait, c'est juste un problème de permission. Parce que le vrai compte qui a les accès, c'est le compte qui s'appelle System, qui est le compte super admin sous Windows. Là, je vais aller sur, je vais mettre tout le monde, je vais m'amuser à faire ça. Je vais me donner un accès contrôle total. Et vous voyez, quand je vais rafraîchir, hop, je vais voir des choses. Oh, magique! Alors, ça, c'est mon cache d'authente. Alors, mon compte, c'est Guillaume Mathieu, @synetis.com. Son mot de passe, il est là. En cache, au format MSKHV2. Donc, si un admin s'est logué sur la machine, potentiellement, il pourrait arriver à copier cette valeur-là, casser cette valeur-là, et vous verrez qu'il y a des scripts PowerShell qui existent pour le MSCache. Et il est très probable que si votre mot de passe est simple, il arrive à le retrouver. Bon, pas de chance pour vous, j'ai 24 caractères de mot de passe. Ici, vous allez retrouver pas mal de choses dans les policies. Vous allez retrouver dans Secret les mots de passe des comptes de service. Alors, je n'ai pas de service qui démarre avec des comptes Windows. Donc, je n'ai pas le login mot de passe. Mais si vous l'aviez, pareil, un script PowerShell, hop, on récupère le login mot de passe.
Et enfin, ça, c'est le mot de passe du compte ordinateur. Donc, c'est pareil, quand je m'authentifie dans le contexte du compte ordinateur, je suis admin local de la machine. Donc, si j'arrive à récupérer ça, bah, bingo. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, que quand j'ai pris le contrôle d'une machine en tant qu'admin local, je peux arriver à récupérer par plein de techniques différentes les logins mots de passe de comptes qui ont administré ce serveur-là. On vient de voir la technique du cache, mais il y en a plein d'autres. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent rebondir sur d'autres serveurs sur lesquels le compte est lui aussi admin local. Donc là, on commence à arriver à une triste conclusion qui est laisse pas traîner ton hash, parce que si jamais tu le laisses traîner, l'attaquant il va le récupérer. Et donc, évidemment, il nous est formellement maintenant interdit de se loguer en domaine admin, qui par définition est admin de tout. Puisque quand vous joignez une machine dans le domaine, si vous allez regarder la configuration par défaut, vous verrez que dans le groupe administrateur est rajouté le groupe, alors pas chez moi parce que j'ai fait, on a fait la parade, mais normalement, vous êtes censé avoir ça. Domaine admin. OK? Et ça, c'est quand on joint une machine dans le domaine. Donc, pour toute machine membre du domaine, le groupe domaine admin est dedans. Et administrateur local de la machine que vous venez de joindre. Donc, s'il y a 200 000 machines, le compte admin domaine est admin de 200 000 machines. Il suffit d'une machine sur 200 000 que l'attaquant en prenne le contrôle et tout l'annuaire part. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Alors, je vous propose, c'est qu'on continue à enchaîner sur d'autres points qui sont très importants, qui sont les notions de dépendance entre éléments du SI. Donc là, on vient de voir une technique d'attaque où on a compromis un Azure AD Connect. Je vous ai montré comment récupérer des logins mots de passe en cache sur des machines. J'aimerais maintenant que vous réfléchissiez sur qu'est-ce qui se passe si votre annuaire Active Directory est compromis. Eh bien, c'est simple. Si par exemple, vous avez votre serveur de sauvegarde qui est membre du domaine, je propose de répondre dans le chat si vous avez possibilité de mettre des messages. Bah, la bonne réponse, c'est que tout va être compromis, sans exception. Je vois juste s'il y a eu des questions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein. Mais c'est qu'en gros, tout va être compromis. Et donc, le serveur de sauvegarde, il va être compromis aussi. Donc, si j'ai mon serveur de sauvegarde qui est membre du domaine, l'attaquant maintenant qui est devenu domaine admin, il peut prendre le contrôle de la sauvegarde. Si j'ai ma plateforme de Virtu et que, pareil, j'utilise des comptes du domaine AD de production pour faire les ouvertures de session, parce que c'est plus sympa le SSO, hein, on a tous un seul login mot de passe pour tout faire, ben oui, mais si ce login mot de passe est compromis, c'est tout qui est compromis. Et maintenant, on a vu qu'Azure AD Connect stockait ses sauvegardes dans une base de données. On l'a vu très rapidement. Je vous propose de voir une petite démonstration. Et dans cette démonstration, on va voir que tous les outils sérieux, type Vim Backup, par exemple, de sauvegarde, mais plein d'autres outils, ils stockent toujours tout dans une configuration. Donc, je vous demande juste un tout petit instant. Je suis en train de charger une vidéo. Je vais repartager dans quelques instants. Et donc, on va aller voir, en fait, comment ça marche en général, comment c'est stocké toutes ces informations, par exemple, pour un logiciel de sauvegarde. Parce que qui dit sauvegarde dit forcément des comptes à fort privilège pour sauvegarder les systèmes qu'on veut sauvegarder. Donc, je prends le contrôle de l'AD, je prends le contrôle de la sauvegarde puisque le serveur de sauvegarde est membre du domaine, je prends donc le contrôle du serveur de sauvegarde puisque je suis admin local. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est prendre le contrôle de tout le SI. Quoi de mieux qu'un gentil serveur de sauvegarde pour prendre le contrôle du SI? Et bien donc, si on va aller regarder ça de ce pas, et vous allez voir que ça se fait en quelques instants, la sauvegarde, et que c'est une véritable boucherie. Donc, ne surinterprétez pas mon propos. Ce n'est pas Vim Backup qui est un mauvais outil, c'est par définition obligatoire de stocker la sauvegarde de la manière suivante, hein. Donc, ce qu'ils font, c'est que tout simplement la même chose que ce que font tous les éditeurs de sauvegarde. Et il n'y a pas le choix. À un moment, il faut bien sauvegarder. Donc, si on regarde, vous voyez, là, je suis sur un petit serveur Hyper-V dans la vidéo. Je vais passer un petit peu. On voit qu'il y a un Vim Backup plutôt bien configuré. Malheureusement, bah, il était dans le domaine. Moi, je suis devenu admin local. Là, je suis en train d'explorer un peu le Vim. Je vois qu'il y a une sauvegarde locale, sauvegarde déconnectée. Pas de sauvegarde déconnectée, mais une sauvegarde sur le cloud Azure, dans un compte de stockage.
Bon, bah, je vais faire mon travail d'attaquant, hein. Je vais aller au niveau des backups, hein, et puis je vais tout supprimer. Au revoir les sauvegardes locales, au revoir les sauvegardes distantes. Alors, vous me direz, OK, sauvegarde immuable. Bon, si vous voulez, mais admettons que votre serveur de sauvegarde soit une VM. Bah, comme j'ai aussi pris le contrôle de la plateforme VMware, puisque vous avez mis le vSphere avec un compte AD en autante, bah, je supprime la VM, hein. Il n'y a plus de sauvegarde immuable, hein. Et une fois que j'ai supprimé les sauvegardes, je vais exploiter le serveur de sauvegarde de manière bien plus intéressante. Je vais aller dans le Credential Manager de Vim et je vais me dire, ah ah, là, j'ai le compte de la S400, le compte de la base de données de prod, qui peut être une base Linux, hein, rien à voir, hein, avec éventuellement du Oracle. Mais c'est sauvegardé. Et il me faut des droits pour le sauvegarder. Donc là, je vais aller sur le serveur de sauvegarde et je vais me dire, mais où est ce diabolique Credential Manager? Parce que tous ces comptes-là m'intéressent énormément. Bah, comme tout le temps, dans une base de données, et la base de données s'appelle Vim Backup. La table s'appelle DBO Credential. Et le mot de passe, vous voyez, les formats chiffrés ou hachés, on n'en sait rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que si le serveur de Vim il arrive à se connecter au système, c'est qu'il doit bien remettre cette information en clair. Donc, c'est plutôt du masquage. Et bien, en fait, ça ne loupe pas. Vous appelez la bonne DLL. Elle s'appelle vimbackupcommon.dll. Vous pouvez le faire en PowerShell. Donc, c'est un add type pour ajouter la DLL. Et vous appelez la bonne fonction getLocalString. Et le mot de passe, il sort en clair. Ça y est, on a pris le contrôle de l'intégralité du SI. Je vous ai détruit vos sauvegardes. Je vous ai pris le contrôle de l'ensemble des équipements. Je peux passer à la dernière étape qui est le déploiement du rançon logiciel. Avant, je fais peut-être un peu d'exfiltration de données. Donc, le rançon logiciel maison, on peut en faire un qui est sympa avec quelque chose qui s'appelle qui s'appelle Disque Cryptor. Alors, tout ce que je vous montre, en fait, j'ai été moi-même la victime. Là, c'est la reconstitution d'une technique d'attaque qu'un enfoiré d'attaquant a pratiqué sur mes anciens clients. Donc, c'est un petit peu une manière d'exorciser cela. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris contrôle donc, de l'AD et après, il a téléchargé un logiciel qui s'appelle Descriptor, qui est une sorte de BitLocker. Et en fait, il s'est amusé à me mettre une authentification par mot de passe, un chiffrement ES, et puis il a envoyé le chiffrement avec un petit message de type « Envoyez-moi un email à telle adresse pour récupérer le contrôle de la machine ». Et à chaque fois que je me trompais de mot de passe, ben, il arrêtait le système. Et à la fin, vous vous retrouvez avec une expérience qui ressemble à ça. Et évidemment, les partitions sont totalement illisibles. Donc, quand vous rentrez le bon mot de passe, la machine boot, parce que c'est comme une sorte de pré-boot pour le mécanisme de chiffrement. Et si on regarde à quoi ça ressemble, quand on monte la partition, on a bien la partition de boot qui est en lecture et qui est visible pour que l'OS boot, enfin jusqu'à la partie où il demande le mot de passe, et le reste de la partition qui est en mode RAW. Voilà. Alors ça, c'est quand même pas très très discret parce que globalement, il faut quand même, ça va générer, ça va changer tous les blocs au niveau de votre SAN, par exemple, si vous avez des machines virtuelles. Donc ça va être souvent cramé. C'est pas le crypto-locker le plus discret, mais c'est celui qui fait le plus mal. Là, il n'y a rien du tout qui repart. OK. Donc je pense qu'on a bien introduit les enjeux du modèle de sécu. Donc, en gros, le message est le suivant. C'est déjà très compliqué de patcher son SI, mais même quand le SI il est full patché, avec un peu de reconnaissance externe, on arrivera toujours à récupérer un login mot de passe, à se connecter au réseau de l'entreprise, parce qu'avec le Covid, il y a toujours une porte d'entrée, et que maintenant, si on ne met pas en place un vrai modèle de sécurité, où on arrête d'utiliser son compte AD pour tout faire, et qu'on split les comptes, c'est-à-dire qu'il y aura des comptes pour AD, mais des comptes aussi pour la messagerie Microsoft 365 qui n'auront rien à voir, des comptes pour la sauvegarde qui n'auront rien à voir avec l'AD, des comptes pour la Virtu qui n'auront rien à voir avec l'AD. Ben, tant qu'on n'aura pas une approche comme ça, et qu'on mettra entre guillemets tous ces œufs dans le même panier, le jour où l'AD tombe, et c'est toujours ce qui tombera en premier, ben, il y a tout qui tombe. Et le scénario cauchemardesque que vous venez de voir, ça sera une réalité chez vous. Et surtout, toujours une approche modeste, il n'y a rien de mieux que des bonnes sauvegardes déconnectées sur bande. Je sais qu'on vous parle de sauvegarde immuable, de tout ça, méfiez-vous. Une sauvegarde immuable, elle reste immuable jusqu'à ce que vous appeliez votre fournisseur et vous disant que vous avez pour 10 000 € de facture et que là, il faut que vous fassiez quelque chose pour faire descendre la facture. Et il va vous dire, pas de problème, monsieur le client, je vous supprime vos sauvegardes. Et elles ne seront pas longtemps immuables, vos sauvegardes.
Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, je vous propose, sauf s'il y a des questions, je regarde rapidement s'il y a des questions. Non, pas de questions, vous n'êtes pas très bavard. Je vous propose rapidement, c'est qu'on passe sur le gros du sujet d'aujourd'hui, le modèle de sécurité AD. Donc, le principe, en fait, c'est pourquoi ce modèle-là, on en a longuement parlé pendant toute la présentation. Donc, AD toujours ciblé. Mais le principe le plus important à comprendre, c'est le principe des zones d'admin. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Chaque élément du SI est un SI dit administré. Et ce SI administré doit disposer de ses propres logins mots de passe d'administration, en compte d'administration. On peut même parfois subdiviser ces zones d'administration en tiers. Donc là, en fait, on va prendre un exemple simple. Imaginons que vous soyez en charge de la partie supervision, de la partie EDR, de la partie sauvegarde, virtu, du réseau et de l'AD. Vous êtes vraiment l'admin infra de la société, il ne manque que les applis métiers. Eh bien, vous avez au minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6 comptes qui correspondent aux 6 zones. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'on va aussi redécouper la zone AD en zones, qu'on appellera des tiers. Et là, on aura 5 comptes. Vous venez déjà d'avoir au minimum 11 comptes. En pratique, un administrateur aujourd'hui qui applique bien le principe des zones admin, il doit avoir 50 comptes. Et quand il a 50 comptes, son ami, c'est KeePass, ou les logiciels équivalents. Et évidemment, son KeePass, il ne doit pas le stocker sur sa machine bureautique, et sur une machine d'admin. Parce que sinon, si la machine d'admin, la machine bureautique est compromise, le KeePass, il va pas tarder à partir. Donc ça, on en parlera un petit peu après. Et donc maintenant, je vous propose, c'est de voir un peu comment mettre en place tout le modèle de sécurité AD au travers, maintenant qu'on a vu un peu la big picture. Donc, il est 15h40, on a de mémoire à peu près encore une petite heure, 50 minutes. Je vous propose, c'est qu'au lieu de faire des slides, on va aller direct en mode démo. Alors, le modèle de sécu, voilà comment il se présente. Quand vous déployez un Arden AD, vous allez vous retrouver en fait à la racine avec une OU administration. Dans cette OU administration, vous allez y retrouver tous vos ressources d'administration. Donc, le compte T0, le compte T1, le compte T1L, le compte T2 et le compte T2L. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de T1 et T1L? Enfin, T2L et T1L, ça, c'est un truc qui n'existe pas dans les modèles classiques. Historiquement, il existe deux grands modèles. Il y a le modèle de Microsoft qui s'appelle Red Forest, qui a été plus ou moins abandonné, reformaté à la sauce Microsoft, mais qui a encore beaucoup utilisé dans les sociétés, avec des forêts d'admin. Et puis, il y a un autre modèle qui est le modèle de l'ANSI, qui est peu connu, sauf des OIV, ou des sociétés qui sont suivies par l'ANSI. Globalement, ils font ce qu'on appelle des silos. Dans ces deux modèles-là, ils ont un point en commun, c'est qu'ils ont 3 tiers. Nous, dans notre modèle, il y a 5 tiers. Pourquoi 5? Parce qu'on rajoute un tier, donc une sorte de segmentation, un segment, pour la partie serveur avec des OS non supportés. Et on a aussi le tier 2L pour les stations de travail avec des OS non supportés. Un petit retour d'expérience sur les stations de travail non supportées. Un Windows 10 qui a que 30 Go d'espace disque, installé fraîchement à l'époque en 1909, n'aura jamais assez d'espace disque pour se mettre en 20H2, 21H2, 22H2, etc. Il restera bloqué à cette version-là, parce qu'il ne pourra jamais faire la mise à jour sur place qui nécessite 20 Go à peu près. Donc, un Windows 10 1909 n'a plus de mise à jour de sécurité depuis très longtemps, presque 2 ans pour moi. Donc, dit autrement, c'est une passoire. Donc attention, du legacy en station de travail, on en a toujours beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce n'est pas parce qu'on est sous Windows 10 qu'on est supporté. Les Windows supportés aujourd'hui, de mémoire, c'est 21H2, 22H2, 23H1. Et même principe pour Windows 11. Et je suis même plus sûr que 21H2 l'est encore. Il faudrait vérifier. Donc si tu veux chercher 21H2 End of Life, on aura l'information. Pour les serveurs, encore une fois, la durée de vie de chez Microsoft des serveurs, c'est 10 ans. 10 ans, ça va très vite. Aujourd'hui, c'est 2012 R2 qui a été déprécié. Il y a énormément de sociétés qui ont du 2012 R2. Il y a des premières failles majeures qui sont arrivées en décembre 2023 sur Active Directory. Donc, s'il y a des contrôleurs de domaine 2012 R2, ça sera une boucherie parce qu'ils n'auront pas pu être patchés.
Donc, pour ces serveurs-là, il ne faut pas que ce soit des contrôleurs de haine, mais ça peut être des serveurs membres, on a des espaces dédiés pour les gérer. Et maintenant, on va commencer à comprendre ce que c'est que le tir, le tiering. Et là, il faut comprendre un grand principe. Un tir égale un compte. Donc, le tier 0, c'est celui qui va gérer le service Active Directory. Donc, ce compte-là, il n'est pas domaine admin, ça c'est le groupe du crime. Il est membre d'un groupe qu'on appelle GST0 Manager, qui lui-même est membre de Enterprise Admin. Et ce Enterprise Admin, lui, il est membre de Built-in Administrator. Donc, en fait, le compte GMathieu T0, il est Enterprise Admin et Built-in Administrator. Il est aussi Protected User, et rappelez-vous, il est membre indirectement d'un groupe un peu spécial qui s'appelle LST0. Et ça, je rappelle les sauts, hein, c'est GST0 Manager qui lui-même est membre de LST0. Rappelez-vous juste LST0, s'il vous plaît. Ça sera utile pour la suite. On a des comptes tier 1. Ça me permet de gérer mes serveurs d'application. Les serveurs classiques qui n'ont pas de droit particulier sur l'AD. Voilà. Je vais aussi avoir des serveurs T1L. Donc ça, c'est mes serveurs legacy. Dans mon exemple, j'ai du Windows 2003. Et on verra que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, on verra qu'on a un Windows 2025 qui cohabite avec un Windows 2003. Ça marche très bien. On a aussi des serveurs classiques, donc ça c'est les T1, VMSRv4, VMSRv5. On a le T2, ce sont mes stations de travail supportées qui se retrouveront donc généralement dans cette OU-là. Et on va y aussi gérer nos comptes utilisateurs standards. Et là, ce sont mes comptes d'administration T2 qui se connecteront à mes stations de travail, voire qui créeront mes comptes utilisateurs standards, les resetteront les mots de passe. C'est le compte un peu du helpdesk, ça. La variante avec le T2L, ce sont des comptes dédiés qui me permettront de me connecter en toute sécurité sur des stations de travail non supportées. Encore une fois, le principe est le suivant. On préfère que ce soit le tier 2 legacy qui se fasse compromettre, mais que le tier 2, le tier 1, le T0 ne soient surtout pas eux compromis. Et donc, la meilleure manière de faire, c'est de bien segmenter les comptes. Comme ça, si c'est le T2L qui est compromis, le T1L n'est pas compromis, le T2 n'est pas compromis et surtout pas le T0. Toujours le même principe, laisse pas traîner ton H. Maintenant qu'on vient de voir ça, comment fonctionne le tiering? Globalement, sur la partie T0, les contrôleurs domaine se retrouveront toujours dans le domaine contrôleur et on va y mettre tous les serveurs critiques dans le T0. Typiquement, VMSRv1. VMSRv1, c'est le serveur Azure AD Connect qu'on a vu tout à l'heure. L'Azure AD Connect dispose par nature d'accès très important à la fois à l'AD et à l'Azure AD. Il doit être donc dans une OU spéciale qui est une OU T0, où seuls certains comptes très précis sont habilités à se connecter en tant qu'admin local. Le T0, c'est ce qui est le plus protégé. On va donc mettre les serveurs ici. Si les serveurs T0 ont des comptes de service, ils seront aussi mis dans une OU très spécifique, l'OU service. Et s'il y a des groupes d'accès, on les met à cet endroit-là. Pour 99% des ressources de la société, ça sera dans l'OU qu'on appelle société T12, dans le modèle de base. Alors là, vous voyez le modèle de la conf par défaut, mais il y a une dizaine de modèles différents d'OU. On peut tout à fait travailler avec un modèle plus ANSI où il y a un T0, T1, T2 à la racine. On verra que l'outillage est paramétrable par un fichier de conf XML. Donc revenons à société T12. Là, vous allez retrouver les groupes, à la fois pour gérer les accès aux serveurs ou voir les groupes d'utilisateurs. Vous y retrouvez les comptes ordinateurs des serveurs, les comptes ordinateurs des stations de travail, les comptes utilisateurs lambda et tout ce qui est compte de service, compte applicatif. Ceux qui vont lancer des tâches planifiées, démarrer des services Windows, éventuellement permettre par exemple à votre Fortinet d'aller requêter l'AD. Ça, c'est un compte applicatif ou souvent on les appelle les comptes de service. Le tier legacy, c'est exactement le même principe que le société T12, donc on a un société TL. Et en fait, le principe, c'est que les serveurs avec des OS non supportés, typiquement le 2003, on les retrouve ici. Et maintenant, on va voir la première GPO qui va nous permettre de faire la segmentation. Comment, en fait, on va siloter entre l'AD, entre les différents éléments T0, T1, T2. Eh bien, ce sont tout simplement des GPO de restriction de login. Donc, on va aller les regarder. Vous voyez, là, je vais aller sur le Synetis T12. Et en fait, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que je n'ai pas les accès. Je me suis logué avec quel compte?
Ah oui. Attendez, excusez-moi. Je vais faire un petit effet démo. Je coupe le partage quelques instants et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Ouais, et puis ce sera plus sympa. On va se remettre sur le 2025. Je vous ai préparé une petite démo après, mais là, j'avais oublié que j'avais fait ça pour la maquette. Alors, on retourne. On va aller sur le GPMC. Voilà. Ce sera un peu plus visible. Alors, en fait, je vais utiliser des GPO qui, à terme, seront positionnés dans cette OU-là, enfin, qui sont même positionnés dans cette OU-là. Et vous voyez, ici, il y a des login restrictions. Je vais en avoir un par tir. Donc là, on a celui pour le T0. Là, on va avoir celui pour le T1. On va avoir celui pour le T2. Ce n'est pas parce que les ressources sont dans la même OU, Société T12, que je ne peux pas m'amuser à les différencier. On va aller par exemple sur celle du T1. Le T1, ce sont les serveurs standards, donc serveurs applicatifs. J'ai un filtre WMI qui va me dire que c'est tous les serveurs avec un OS supporté, mais qui ne sont pas des contrôleurs de domaine. Donc cette GPO ne s'appliquera que sur ces machines-là. Après, qu'est-ce qu'elle va faire, cette GPO? Elle va tout simplement dire tous les membres des groupes de tir qui correspondent donc aux autres comptes d'administration, eh ben, je leur deny le logon. Des 5 méthodes possibles, j'ai interdit 100% des logins. Donc en gros, si j'essaie de me connecter sur une machine qui est dans cette OU-là, avec un compte T0, comme le compte T0, il est membre indirectement de LST0, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous. Donc là, on a la chance de voir un Windows 2025. Hein. Allez, je vous ai gâté aujourd'hui. Hein. Je vous ai monté une petite maquette en 2025. Si on retourne effectivement ici, dans la partie là où il y a les comptes d'admin, on voit en fait que le groupe, enfin l'utilisateur gmathieu T0, il est lui-même dans GST0 Manager, et ce GST0 Manager, le groupe, il est là. Ce groupe-là, en fait, il est lui-même membre de Enterprise Admin et surtout de LST0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Et bien, si jamais j'essaie de me loguer sur un serveur qui est dans l'OU Société T12, ça ne marchera pas parce qu'il y aura le deny logon des 5 méthodes possibles. Donc là, je vous propose d'aller regarder comment ça marche, qu'est-ce qu'on va avoir comme rendu. Donc, on va aller par exemple sur VMSRv4 et je vais essayer de me loguer en gmathieu T0. Donc ça, c'est un autre environnement. Je ferme de ce pas. Là aussi. Je m'étais encore mal connecté, il faut m'excuser, je m'étais connecté à la mauvaise prod. Donc, on va aller sur... Je vais mettre à droite, comme ça, je saurai différencier les deux menus démarrer. Je me suis encore fait avoir. Donc là, je vais aller sur VMSRv2, qui est une machine. Il faut que je vérifie si c'est T1 ou T0. Hop, ça, je ferme. Donc là, je retourne dessus. Non, c'était la 4 et la 5. Alors, on va aller sur la 4. Voilà. Donc là, je vais me connecter sur mon serveur 4 et je vais essayer d'ouvrir une session avec mon compte T0. Donc là, c'est un serveur T1. Donc, je n'ai pas à ouvrir de session avec mon compte T0. Donc, voyons l'expérience que va affronter le compte T0. Alors, regardez, ce n'est pas le mot de passe qui n'est pas bon là, le message. C'est Your account is configured to prevent you from using this PC. Try another PC. Et bien voilà le message que vous allez avoir quand vous allez essayer d'ouvrir une session avec votre compte T0. Par contre, si je me log avec mon compte T1, je suis sur une machine T1, c'est naturel. Là, aucun souci pour me connecter. Il faut juste que je change de mot de passe. Effet démo, assez rigolo. Bon, je vais aller réinitialiser de ce pas mon mot de passe. Et comme ça, on sera bon. Alors, user T0, non, c'est pas là, c'est user T1, admin. Toc, c'est parti. Voilà.
Je vais rouvrir la console sur le machine VMSRV 4. Voilà. C'est parti, l'ouverture de session se fait bien. Alors maintenant, on va aller voir comment ça fonctionne, entre autres, le principe. Donc là, j'ai des GPO qui sont appliqués sur ma machine. Je vous propose, c'est que je vais aller directement dans la base de compte. Donc je vais aller dans le gestionnaire de serveur. Hop, voilà, on va le lancer. Et je vais aller au niveau Tools dans Computer Management. Alors, il faut se poser une question. Par quel miracle j'ai réussi à me loguer et à être administrateur de la machine? Puisqu'on l'a dit que domaine admin interdit. On l'a dit aussi que je n'avais pas le droit. J'avais quand même le droit d'ouvrir ma session, certes, mais ce n'est pas forcément ça qui faisait que j'étais admin. Regardez là, c'est assez intéressant. Quand j'ai ouvert ma session, vous voyez, en fait, je ne suis pas admin. Vous voyez, là, j'ai sign out. Je n'ai pas le fait d'arrêter le serveur. Et si je vais, par exemple, dans l'observateur d'événements, ici, journal sécu, je n'ai pas le droit. Je ne suis pas admin là. En fait, un utilisateur lambda, il a le droit d'ouvrir une session locale. Vous n'avez pas fait attention, mais là, en fait, on n'est pas en fait en session. Hop, vous voyez ici, en fait, on est en session locale. C'est comme si j'étais devant le serveur. Je peux m'amuser à me mettre d'ailleurs en mode étendu. Et là, oui, c'est plus tout à fait la même expérience avec Hyper-V. Donc là, c'est comme si j'étais en local devant le serveur. C'est le mode classique. D'ailleurs, j'ai plus de copier-coller. Il faut que je passe par le presse-papier. Alors, des fois, ça bug un peu, mais c'est là l'idée. Donc, n'importe quel utilisateur peut ouvrir une session, sauf si vous avez un deny logon, comme on a mis en GPO. Maintenant, la question, c'est comment et par quel miracle je vais faire que Gmathieu T1, il ait des accès admin. Eh bien, on va avoir une deuxième GPO dans notre modèle de sécu qui va être très intéressante. Cette GPO, en fait, elle va faire quelque chose qui va être de créer. Donc, on va rester sur les T1. Elle va pas tout à fait. C'est pas elle qui va créer, mais elle va créer 2 règles. Alors d'ailleurs, il y a des clients, ils ont beaucoup customisé ça. Ils ont jusqu'à 70 règles. Ouais, le problème, c'est que excusez-moi, j'ai des bugs avec le menu démarrer. Donc, en gros, j'essaie de. Voilà, c'est mieux. En gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai 2 règles. La première, elle dit rajoute-moi un groupe qui s'appelle LST1 admin server. Ce groupe-là, par définition, il va être admin de tous les serveurs. Donc, je vais dans le groupe T1, local admin. Donc, tout ça est créé par l'outillage. Et là, ça va me permettre d'être admin de tous les serveurs. Bon, il n'y a personne actuellement. Je pourrais tout à fait m'ajouter mon compte Gmathieu T1 ici. Le problème, c'est que si je le fais, je deviens admin de tous les serveurs. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut faire une délégation la plus fine possible. Regardez, là, j'ai un groupe qui s'appelle LS Local Admin VMSRV5. Pas de souci. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter dans ce groupe-là. Et en fait, on va se rendre compte qu'on va avoir un groupe par machine. Et c'est une tâche planifiée qui va tourner sur tous les contrôles en domaine, qui va automatiquement créer les groupes dans le bon groupe de tir. Parce qu'il y a un local admin pour le T1, mais il y a aussi un local admin, bien entendu, pour le T0. Et il ne faut pas qu'un serveur T1 et son groupe apparaissent par erreur ici. Il y a le même principe pour le T2. Si vous allez dans le groupe T2, il y a un local admin, donc il faut le créer au bon endroit. Et tout ça est géré par un script PowerShell qui s'exécute sur tous les contrôleurs de domaine et qui s'appelle, voilà, la GPO s'appelle HAD TS Local Admin Group. Et ça va en fait déployer une tâche planifiée avec un script. Enfin, ça va déployer une tâche planifiée qui va appeler un module Harden. Et ce module va chercher pour ce compte-là, ordinateur, est-ce que c'est un nouveau groupe ou pas? Est-ce que c'est une nouvelle machine? Est-ce que la machine a été déplacée entre une OU T1, T0, T1, T2? Et en fonction de ça, va déplacer le groupe. On n'aura pas le temps aujourd'hui de voir tout ce groupe-là, tout ce mécanisme-là, mais c'est un module. La doc de ce module-là va être publiée prochainement. On est en train de la finaliser. On va la rendre publique parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur les forums. Donc, on va rendre cette doc-là publique. Et l'idée, donc, c'est que les groupes se créeront tout seuls. En créant une machine, hop, il y a un groupe qui se crée. Ça, c'est vraiment chouette.
Donc maintenant qu'on a compris ça, et bien évidemment, moi je vais retourner sur ma machine ici. Et je me suis mis, j'ai Mathieu, tiens. On notera que j'ai désactivé à titre d'exception la tâche pour pouvoir faire des tests un peu rigolos. C'est pour ça que par exemple sur le T2, vous avez encore le serveur 5 qui est sur le T2 alors qu'il aurait dû être dans le T1. C'est juste que j'ai désactivé la tâche. Donc je vous propose maintenant de réouvrir ma session sur mon serveur 4, mais cette fois-ci je serai admin local. Et c'est parti. Donc, comment je peux voir que je suis admin local? Maintenant, je vais peut-être d'arrêter. Je peux aussi aller vérifier effectivement ici que j'ai bien. Ben, en fait, c'est logique puisque le groupe LS Local Admin Server était là. Alors, on peut s'amuser. Hein. Je pourrais m'amuser à virer tout, faire même un appliqué. Ce qui va se passer, c'est que dès que je ferai un GP update/force, les groupes vont être réajoutés automatiquement. Dans le modèle de sécu, on verra qu'on va désactiver, on va faire en sorte que les GPO se rappliquent toutes les 20 minutes. Vous voyez, là, c'est les GPO ordinateurs sont appliqués, je peux réouvrir. Les groupes ont été rajoutés. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir gérer le fait d'être administrateur local d'une seule machine. Rappelez-vous la devise de la communauté, laisse pas traîner ton H. Plus on segmente, plus on fait de l'admin très fine, excusez-moi, mieux on se porte. Il n'y a rien de pire que de se loguer avec un compte domaine admin sur une machine avec un OS non supporté ou même sur une machine qui n'a pas été patchée récemment. Si jamais un attaquant en prend le contrôle, il arrivera à récupérer cet accès domaine admin. Rappelez-vous le PC, quand vous êtes le soir dans votre lit, que vous regardez votre Netflix, si vous arrivez à ouvrir votre session, c'est qu'il y a du cache. Donc l'attaquant, il pourra réussir à récupérer ce cache. Pour les plus courageux, vous pouvez taper dans Google MSCache V2 PowerShell Decryptor et vous allez avoir toutes les procédures avec des gentils scripts PowerShell qui vous permettront de récupérer le cache Windows en clair. Et c'est normal, c'est ce qui vous permet d'ouvrir une session. Si Windows peut le déchiffrer, vous pourrez le déchiffrer aussi. C'est complètement cohérent. OK? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a parlé des. On va se focaliser sur 2 GPO. Puisqu'on a un petit peu, on est bien en termes de timing. Donc là, on a vu la GPO de type restriction de login. Donc, je vais retourner sur le serveur AD01. Donc, vous voyez là, typiquement, ici, je suis connecté avec mon compte Gmathieu T0. Alors, le bon menu démarrer, il est ici. Ça, c'est ma barre démarrer qui m'embête. Il fallait bien que j'ai un petit effet démo aujourd'hui. Vous voyez, elle ne veut pas se retirer. Bon, bah, je vais la masquer. Hein. Verrouiller, non. Bon, tant pis, allez, on ne s'embête pas. Donc, ce qu'on va faire là, je suis bien avec mon compte T0 sur un contrôleur domaine. Jusqu'à là, pas de sujet. On va aller regarder quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est que pour l'instant, on a fait du tiering, mais uniquement du tiering avec les GPO de restriction de login. Donc, ces fameuses GPO que vous retrouvez ici. Donc là, par exemple, la GPO pour le tier 0, juste pour info, elle va permettre. Alors là, elle n'est pas activée, on va expliquer après pourquoi. Je peux la réactiver d'ailleurs. Hop. Link enabled. Là, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va voir que cette GPO-là, elle empêche un compte T1, un compte T1L, T2 et T2L de se loguer. En gros, elle empêche tous les comptes d'admin des autres tiers de se connecter. Quand je parle des comptes T1, T2, ce sont des comptes d'administration, bien entendu, pas en opposition aux comptes standards. Les comptes standards, on ne leur restreint pas les ouvertures de session. Ils peuvent se connecter partout. Comme ça, si vous avez des applications pourries qui croient, par exemple, qu'une ouverture de session, enfin une authentification d'un utilisateur, quand il accède à l'appli, c'est une authentification locale, ça marchera encore. Évidemment, si vous avez la capacité, vous avez vos applis qui sont un peu plus sécures et un peu mieux construits, ça pourrait être bien, par exemple, que dans le groupe LST2, on mette aussi les comptes standards. Voilà.
Autre question qu'on pose souvent dans le groupe LST1, souvent on y rajoute aussi les comptes de service des comptes T1, parce qu'ils n'ont pas ces comptes-là à être utilisés sur les stations de travail ou même sur d'autres serveurs T0. Donc on peut brider, on peut aller un peu plus loin que le simple modèle. En tout cas, historiquement, cette méthode, c'est la manière de faire du tiering. C'est des deny logon. J'autorise tout le monde, sauf. Donc là, j'autorise tout le monde, sauf les comptes d'administration des autres tiers à me connecter sur les machines T0. De toute façon, ils ne sont pas admin, donc ce n'est pas grave. Sur les machines T1, c'est un peu différent. C'est je vais bien autoriser tout le monde, sauf les comptes d'admin des autres tiers. Donc là, je suis sur le T1, donc c'est T0, T2, T2L, T1L, l'interdit. Mais je vais aussi interdire les groupes à fort privilège. Et ça sera le même principe pour la restriction de login T2, qui sera construite comme ça. Mais ça, c'est la méthode historique, avec des deny logon. C'est je joue sur la capacité d'ouvrir des sessions. Malheureusement, cette méthode ne nous protège pas très bien si on fait du protocole NTLM. Donc, comment on va faire à ce moment-là? Eh bien, en fait, on va aller plus loin et on va jouer avec les silos Kerberos. Et je vous propose maintenant d'aller voir ce que c'est que ces fameux silos Kerberos. Donc, depuis 2012, il y a ce qu'on appelle les stratégies flottantes et les silos qui sont apparus. Alors, un silo, vous allez définir des machines et vous allez définir des comptes. Donc là, par exemple, le compte GMathieu-T0 ne pourra ouvrir une session que sur AAD01 et sur VMSRV1. Donc, c'est très étonnant parce que tout à l'heure, je travaillais pourtant sur un autre contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine étant le serveur qui s'appelle, en fait, qui est en Windows 2025 et qui s'appelle SRV Next 1. Et bien, tout à l'heure, en fait, j'ai eu un petit effet démo, une petite panne, mais je m'en suis bien sorti, ça ne s'est pas trop vu en tout cas. Et en fait, j'ai eu une petite panique parce que quand j'essaie d'ouvrir la session avec un compte qui n'était pas le compte administrateur par défaut, j'ai eu un message d'erreur. Je vais vous le montrer. Là, j'ai triché tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré. Et j'ai ouvert une session comme un vilain avec le pire compte au monde qu'il ne faut jamais utiliser, le compte admin. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, mon compte T0, il est dans le silo T0. Et il n'a le droit d'ouvrir une session que sur les machines du silo. Or, mon nouveau serveur SRV Next, il n'est pas dans le silo pour l'instant. Donc, bien que ça soit un serveur tier 0, pour l'instant, ça ne marche pas. Et là, le message que vous voyez, c'est le message non pas renvoyé par les stratégies de restriction de login, mais c'est renvoyé par le silo. Et là-dessus, je voudrais vous donner deux infos importantes. Les silos, le compte administrateur par défaut du domaine ne bypasse les silos. C'est hardcodé comme ça. On ne peut pas le changer. Les silos, on peut aussi les bypasser par d'autres outils qui s'appellent Remote Guard. Ce sont des méthodologies de prise en main à distance en MSTC/Remote Guard, ça veut dire Remote Credential Guard, ou en Restricted Admin. Donc, en fait, en gros, les gens qui vous disent que les silos, c'est mieux que les stratégies de restriction login, je leur répondrai non. C'est complémentaire. Les stratégies de restriction login ont des défauts, les silos en ont d'autres. On verra si on a le temps d'aborder un peu le pour et le contre de chacun. Ça va dépendre de comment on avance dans la session. Mais le mieux, c'est le cumul des deux, en tout cas pour le tier 0. Mais on va maintenant voir un peu comment marchent les silos. C'est loin d'être simple, les silos. Donc là, je vais retourner sur cette machine-là, puisqu'elle est encore dans la règle qui me permet de gérer les silos. Est-ce que je suis sur la bonne machine? Non, là, je suis sur un autre compte. Ce n'est pas celle-là. Hop, on retourne ici et on va sur AAD01. Voilà. Donc là, on va retourner sur le silo. Donc, vous avez bien compris, il me manque déjà quelque chose dans mon silo. Il me manque le deuxième contrôleur de domaine, le nouveau contrôleur de domaine, celui qui s'appelle SRV VNext. Je vais m'amuser d'ailleurs à cibler l'OU. Alors, moins galère à le chercher. Alors là, on est content. Mais regardez, c'est bizarre, il manque une petite case. Donc là, je viens juste de rajouter SRV Next au silo. Sauf que déjà, les silos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une double appartenance. Si vous regardez au niveau de l'attribut editor dans AAD01, vous verrez qu'il y a un attribut qui s'appelle MSDS Assign Authentication Policy Silo. Et c'est un string.
Donc, le premier truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que bien qu'on ait l'impression qu'on pourrait créer autant de silos qu'on veut et rajouter autant de machines qu'on veut dans les silos, les appartenances au silo sont doubles. Il faut que le silo vous déclare comme étant membre, mais il faut que vous vous déclariez membre d'un silo. Et on ne peut se déclarer que dans un seul silo. Donc, dit autrement, quand on rajoute une machine dans un silo d'autante, elle n'est que dans ce silo-là. On ne peut pas avoir un silo T1, T0. Or, ça, c'est très embêtant. Parce qu'il y a des machines qui peuvent permettre à la fois de se connecter à du T0, du T1, du T2. Bah, comment on gère avec les silos? Eh bien, on ne gère pas. Ou alors, on fait le bricolage qu'on va vous montrer tout à l'heure. En attendant, depuis cette console, je vais vous montrer comment on peut facilement éditer cet attribut. Donc, vous voyez ici, il y a un champ silo. Et là, je vais pouvoir lui dire que je suis dans le silo T0. Alors, c'est assez rigolo parce que vous voyez, maintenant, quand je vais rafraîchir, c'est vraiment à l'interface, on sent que c'est pas ce qu'ils ont travaillé le plus là-dessus, sur les silos. Vous voyez, ça y est, là, j'ai bien la coche. Il faut bien que mon silo soit en on-force. Et il va falloir que je dise que j'utilise une authentication policy. Là, je suis juste dans ce qu'on appelle la policy silo. Mais j'ai aussi une stratégie d'authente, une authentication policy pour les silos. Donc, c'est la deuxième manière de faire du tiering. Et là, regardez comment ça marche. Je déclare que lui aussi, il est en on-force, que je lui ai assigné un silo, et en dessous, je lui ai mis une politique. Et là, c'est vraiment pas clair. En gros, ce que ça dit là, ça veut dire que l'ordinateur a une sorte de flag d'assertion, vous savez, un peu comme le protocole SAML ou OpenID Connect, qui s'appelle Authentication Silo. Et il faut que la valeur soit égale à T0 Authentication. Et si c'est le cas, ça ouvre la session. Sinon, tu te prends le message d'erreur. Et là, ce qui va être rigolo, c'est que pour gérer les machines multi-silos, on va faire un OR, et on va dire qu'il faut aussi que, ou alors que l'ordinateur doit être membre d'un groupe. Et s'il est membre du groupe, c'est bon, ça bypass le silo. Donc, on a une parade pour les silos, pour gérer les machines multi-silos, donc qui serait à la fois qui servirait pour le T1, le T0 ou le T2, pour X raisons. Hein, c'est pas très bien de ce genre de machine, mais ça arrivera souvent, on verra. Et en fait, ça va nous permettre donc de gérer quelques exceptions. Parce que le silo, c'est quand même pénible. Hein. Une machine, un silo, bah oui, mais quand j'ai une ferme, quand j'ai une appli métier qui est utilisée par plusieurs tirs, bah, je vais quand même pas m'amuser à faire une appli par tir. Typiquement, les serveurs d'administration. Souvent, je le mutualise pour faire le tir 1 et le tir 2. J'ai un serveur d'admin T0 et un serveur d'admin T1, T2. Parfois même, j'ai un seul serveur d'admin qui fait tout. Bah, comment je gère le fait qu'il est multi-tir? Par l'astuce qu'on vient de voir. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vous propose juste de voir la différence avec tout à l'heure. Donc, on va se reconnecter sur la machine SRV Next avec le compte Gmathieu T0. Et là, le drame, ça ne marchera pas. Alors, c'est dommage que vous ayez mute tous. J'aurais bien aimé vous poser la question, voir si vous auriez trouvé pourquoi. Quand on ajoute une machine dans un groupe, si vous pouvez juste répondre dans le chat, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Non, pas d'idée? Il faut la redémarrer. Merci Eric. Et effectivement, quand vous taguez avec une assertion un compte ordinateur, il faut rebooter la machine. Alors en fait, on peut aussi taper une commande caliste purge-li avec un paramètre un peu spécial qui rafraîchit le jeton, mais on va simplifier, on reboot. Donc là, je vais devoir rebooter ma machine. Donc sacrilège, je vais faire quelque chose de terrible, me loguer en administrateur du domaine. Bon, là, c'est sur le contrôleur de domaine, hein, donc je suis à moitié pardonné. Ça va, c'est un contrôleur de domaine. En plus, c'est une version d'Eval de Windows. Bon, ça change rien, mais ce n'est pas le sujet. Hop, on reboot. Et en fait, au redémarrage, la partie silo sera prise en compte réellement puisqu'il aura l'assertion qui le tag en T0. Voilà, donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et rappelez-vous-en. Donc, il est 15h13, il est temps un petit peu de faire des résumés de tout ce qu'on a vu. Le SI, c'est terminé de travailler avec un seul compte qui est généralement un compte AD, avec votre compte domaine mine. Ça, c'est fini. Si vous faites ça, vous êtes des criminels. Et je pèse mes mots en disant ça. Même si vous aviez déjà commencé à diviser, donc d'avoir des comptes pour le réseau, des comptes pour la virtualisation,
c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faudra encore redécouper vos comptes en fonction des niveaux d'accès. Là, on parle de tir pour l'AD, mais on peut aussi mettre du tir sur la vertu, du tir sur la sauvegarde. Il faut segmenter. Plus vous aurez de comptes, mieux vous vous porterez. Vos utilisateurs standards, eux, ils ont un login, un mot de passe. Vous, admin, vous avez vos outils qui passent. C'est pas grave, si vous avez 50 logins, mot de passe, bah, vous faites des CTRL-C, CTRL-V avec KeePass. Il y a même un CTRL-V qui permet de remplir les formulaires avec KeePass. Alors, KeePass ou d'autres logiciels, bien entendu. Ce qui est important, c'est que vous multipliez le nombre de comptes. À partir de là, vous pouvez mettre en place donc du silo, enfin de ce qu'on appelle du tiering. Le tiering, c'est le fait d'empêcher des comptes à fort privilège d'ouvrir une session sur des machines non protégées. Typiquement, un compte T0 n'a pas à ouvrir une session, un compte d'administration T0 n'a pas à ouvrir de session sur une station de travail standard. Il y a le compte T2 d'admin qui est fait pour ça. Il n'a pas non plus à ouvrir une session avec un compte à très fort privilège, donc type domaine admin, enterprise admin, sur un serveur lambda. Il n'y a aucune raison. Voilà. Donc, vous pouvez mettre en place pour ça les stratégies de restriction de login, qui en fait font des deny logon, ou mettre en place ce qu'on a vu très rapidement, les fameux silos. Donc là, théoriquement, je devrais arriver à ouvrir ma session. Alors, je ne l'ai jamais testé avec Windows 2025. Je tente l'aventure, peut-être que je vais me cracher lamentablement. Bon, a priori, ça a l'air de se passer bien. Donc voilà, là maintenant, comme je me suis ajouté SRV Next à mon silo T0, je peux ouvrir la session avec mon compte. D'ailleurs, pour terminer un petit peu la démo des silos, c'est assez rigolo. On va aller voir ça. Donc, je vais aller dans la partie Centre Active Directory Administrative Center. Et là, on va aller voir quelque chose qui est très, très drôle. C'est qu'on va aller voir en fait le fait que, en fait, dans mon silo, c'est le compte Gmathieu que j'ai tagué dans le silo. Mais la question, c'est est-ce que dans ma configuration de silo, je peux encore avoir une session avec un autre compte T0 qui serait hors silo? Et la réponse, c'est oui. C'est ça qui va être très, très drôle. Donc, si on regarde dans mon silo ici, on voit qu'il y a Gmathieu. La restriction, elle est sur le compte Gmathieu qui ne peut ouvrir une session que sur AAD01, SRV Next 1 et VMSRV1. Il ne peut pas ouvrir de session sur d'autres machines. Par contre, je peux tout à fait avoir un compte T0 qui n'est pas dans le silo et lui, il arrivera parfaitement à ouvrir une session. Et c'est ce qu'on va voir là. Donc, je vais me connecter avec un autre compte T0 et on va voir qu'il n'y a aucune restriction. Donc là, à ce moment-là, c'est les stratégies de restriction de login qui vont s'appliquer. Vous voyez, j'ai un Mbroly T0. Je crois même que j'avais un autre compte T0. Alors, j'ai juste vérifié tout ce pas. J'avais un compte Enterprise Admin en T0. Non, j'ai Mbroly T0, c'est que ça. Bon, bah, on va se connecter en Mbroly T0. J'ai encore le mot de passe. Bon, on va le changer. Hein. Hein Ah, je découvre les bugs. Ah oui, j'ai peut-être déjà utilisé ce mot de passe-là pour ce compte. On va revoir. Oh, bah il y a des bugs dans Windows 2025. Je peux plus resetter le mot de passe à l'ouverture de session. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire de là. Petit effet démo de Windows Server, assez rigolo. Non, c'est celui-là. Voilà. Hop. Je retourne sur mon SRV Next. Vous voyez, il n'y a aucune restriction qui s'applique au silo. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment faire, quand on fait du tiering AD, on fait avec les deux. Les silos, les stratégies de restriction de login, dans les environnements en tout cas qu'on essaie d'avoir les plus sécurisés possibles.
Utiliser uniquement les silos, c'est très compliqué. Utiliser uniquement les restrictions de login, c'est bien quand on est dans le cadre de société avec un niveau de sécurité standard, on va dire. Si on va aller au-delà, il faut faire le cumul silo, stratégie des restrictions de login. On a permis en même temps de découvrir un petit bug assez rigolo sur le changement de mot de passe à la session Windows Server 2025. Puisque vous avez compris, c'est un Windows Server 2025. Ce que je vous propose, c'est que pour les 15 dernières minutes, on poursuit un peu les démos et qu'on voit encore les autres GPO. Donc, il y en a plein. Et je pense que ça vaut le coup qu'on s'attarde un peu dessus. Donc, l'outillage ArdenAD, il a été conçu. Alors, je vais quand même repasser en session étendue, parce que ça sera un peu mieux pour vous. L'outillage ArdenAD, il a été conçu historiquement pour faire justement des modèles de tiering assez facilement, mais il a été conçu aussi pour permettre en fait. Alors, je peux toujours pas changer la résolution, malheureusement, bon, c'est pas grave. Il a été aussi conçu en fait pour permettre de bloquer les outils d'attaque. Donc, on a vu deux grandes GPO pour l'instant. On a vu les GPO de tiering, celles qui nous permettent de segmenter notre annuaire AD et d'avoir un compte d'admin qui va faire une partie de l'administration. Compte T2, par exemple, gère les stations de travail. Mais on n'a pas encore vu le fait que, en gros, on avait des GPO qui nous permettent de durcir le système. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que rien que les mises à jour, c'est très compliqué. Donc, on vous propose de base 6 ou 7 GPO qui permettent de gérer les mises à jour des serveurs. Le principe, c'est que ça a des créneaux horaires différents. On va avoir les serveurs qui vont se mettre à jour la première semaine, le jeudi soir à minuit, et qui vont redémarrer automatiquement. Et en fait, comment vous gérez ça? Vous ajoutez les comptes ordinateurs des serveurs que vous gérez par cette GPO dans le groupe qui permet de filtrer l'application des GPO. Même principe pour les serveurs terrain. Vous voyez, il y a des groupes de filtrage. Et on verra plus généralement que toutes les GPO fournies avec le modèle de sécu, elles auront toujours un groupe pour permettre d'appliquer la GPO et un groupe qui permet de ne pas appliquer la GPO. Et on est dans une logique de 80-20. Donc là, forcément, il faut appliquer qu'un seul des groupes. Donc en fait, on a une GPO par défaut qui s'appliquera à tout le monde par défaut. Et derrière, les machines, dans le groupe de deny, on y mettra le groupe de apply de toutes les autres GPO. Comme ça, dès que vous rajoutez une machine dans le groupe de apply, ça fera un deny, par exemple, de celle-ci, qui serait la GPO par défaut. Donc, dit autrement, le paramétrage ressemblerait à ça. Là, on aurait Authenticated User qui appliquerait. Donc ça, en fait, quand on fait ça, ça redonne le droit de lire et d'appliquer la GPO. Et dans ce groupe de deny, on y mettrait en fait le nom de toutes les GPO de mise à jour. Donc, on y mettrait un groupe qui s'appellerait HAD-auto. Et précisément, ce groupe-là, juste pour vous montrer où il se trouve, comme tout ce qui touche au GPO, c'est du tier 0, il se trouve dans l'OU groupe T0, GPO. Et là, vous y retrouvez tous les groupes de GPO. Et donc, le groupe pour gérer les automatic updates, ça serait celui-là. Donc, je vais les prendre juste comme ça. Alors, il y a un petit bug. Normalement, le groupe aurait dû s'appeler LS. On va le corriger dans la nouvelle version de la solution. Et vous voyez, là, j'ai tous les groupes deny apply. Donc, moi, je vais prendre que les apply. Et je vais faire que ici, par exemple, on est sur la S4 First Day. Et bien, la S1, la S3, la S3 là, et juste pas la S4. Alors là, c'était la S4 à 1h. Donc, je peux mettre la S4 à minuit. Et bien, hop, dès qu'un utilisateur aura acheté une machine dans ces groupes-là, ils n'appliqueront plus la GPO par défaut. Et ça permettra de ventiler les mises à jour. Vous voyez, c'est des fonctions comme ça qu'on va mettre en place. Alors, comme c'est du lab et que je n'ai pas envie que ça se mette à jour, je vais retirer ce droit-là. Mais vous avez compris le principe. Alors là, il a râlé parce qu'il faut que Authenticated User ait toujours un accès en lecture au GPO. Ce n'est pas un souci. Il faut juste bien écrire. Voilà. Là, il râlera plus.
Alors, on a aussi des GPO donc, qui vont permettre de gérer les postes de travail, c'est le même principe. On va avoir après des GPO qui vont bloquer les outils d'attaque. Donc, par exemple, Bluedoon, il utilise beaucoup d'informations d'énumération. Eh bien, on va empêcher que, par exemple, le fait d'énumérer les sessions soit une information publique. Quand je me connecte à un serveur de fichiers, cet onglet-là va se mettre à jour, Share Folder, et précisément Sessions. Vous voyez, d'ailleurs, on voit les sessions actuellement qu'il y a. Là, c'est juste des machines qui appliquent les GPO, puisqu'en fait, je n'ai que ça de connecté. Quand je me connecte, en fait, dit autrement, quand je me connecte à mon domaine, quand j'ouvre ma session, les machines, en fait, vont aller faire anti// formation30.net et vont aller sur Sysvol et elles vont télécharger les GPO. Ça va générer une session. Et bien, cette information de la session ouverte, vous voyez là, ça vient de me rajouter un Broly T0, c'est une information qui est publique, que n'importe quel standard peut voir. Et bien ça, on va l'empêcher et ça va donc ralentir Bluedoon. On va aussi bloquer, alors FIPS, on oublie, c'est quelque chose qui pose plein de problèmes, mais on va aussi bloquer tout ce qui est outils, tout ce qui est protocoles qui ne servent à rien et qui sont très embêtants. IPv6 en fait partie. IPv6 va vous permettre de négocier votre serveur DNS. Imaginez maintenant qu'on est sur le réseau. Mon camarade de droite est un vil attaquant. Il vient de démarrer aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il est honnête. Il pourrait très bien s'annoncer sur le réseau comme un serveur DNS. Et le protocole de négociation IPv6 qui négocie le serveur DNS pourrait se planter. Et à ce moment-là, il serait serveur DNS et pourrait commencer à me dire « Ah ben non, l'IP de ce serveur-là, c'est pas… Enfin, ce nom-là, ça renvoie vers moi et non pas vers ce serveur légitime. » Et les problèmes commencent. On a le même principe avec des protocoles comme NetBTNS, NTLMV1, NTLMV2, SMBV1, tout ce qui va être le digest, protocole particulièrement indigeste, sont des protocoles très très dangereux. Protocole web proxy, le WPAD, pour les anciens, ça permettait de négocier le proxy. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de négocier automatiquement un proxy? Si jamais, par exemple, il y a quelqu'un qui s'annonce comme le proxy sur le réseau, avec, vous savez, la découverte automatique du proxy, ben, c'est hyper dangereux. Encore une fois, mon camarade de droite pourrait se faire passer pour un proxy. Et après, récupérer tout le contenu, les logins mots de passe. Donc, ces protocoles-là qui semblent nous simplifier la vie, de négociation automatique de paramètres, c'est une horreur absolue. Il faut couper tout ça. Donc, l'outillage de base fait ça. Il vous propose des GPO pour bloquer les principaux outils d'attaque qui vont s'appuyer sur ces protocoles maudits. Mais encore une fois, dans une logique de 80-20. C'est désactiver le protocole SMBV1, c'est Yaka Faucon. C'est très compliqué à faire. Encore une fois, mon camarade de droite, qui est loin d'être malhonnête, travaillait précédemment dans une ancienne vie sur ce genre de choses, et ça a été très compliqué pour lui de désactiver le protocole SMBV1, parce qu'il y avait encore des NAS. Donc là, on a une approche pragmatique. OK, on va désactiver le SMBV1 sur toutes les machines où ça ne pose pas de problème, et puis sur les quelques machines où ça pose problème, on laisse activer. Et donc, je vais rajouter la machine en exception. Et vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Le protocole SMBV1, il est actif sur le contrôleur de domaine AAD01. Et bien ça va me permettre de faire des choses très sympathiques. On va aller faire une petite démo. Vous avez dit qu'un 2003, ça pouvait cohabiter avec un Windows 2025 sans aucun problème. Je vous le prouve. Nous sommes sur un 2003. Et donc, ça va cohabiter avec un serveur qui a 22 ans d'âge après. Hein. Donc là, je vais me loguer avec mon compte T1L, parce que je suis sur un serveur avec un OS non supporté. L'ouverture de session fonctionne bien. J'arrive à me connecter à mes GPO. Ah, attendez, hop, il y a juste un petit effet démo. Je vais y revenir. Voilà, ça va arriver. Donc, je vais arriver en fait à me connecter. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Vous voyez là, lui, il s'appelle VM SRV 2003. Il est dans formation30.net. Son adressage IP, c'est 192.168.141.140.161. Et là, actuellement, son serveur DNS, c'est le 201. C'est le contrôleur domaine AAD01. L'objectif
de ce serveur-là, c'est de pouvoir se connecter à des serveurs de fichiers SMB-V1. Et il faut, par exemple, qu'il arrive à se connecter à cette machine-là. Donc là, ça marche. Il arrive à se connecter au partage, parce qu'effectivement, AAD01, il a le SMB-V1 d'activer. Il faut aussi qu'il n'arrive pas à se connecter à d'autres serveurs sur lesquels il n'a pas besoin. Par exemple, le 200, c'est le contrôleur de domaine 2025. Le SMB-V1, on ne l'a pas réactivé dessus. Il y a ce message d'erreur-là. Parce que le protocole SMB-V1 n'est pas activé sur le 2025. Maintenant, ce que je veux aussi, c'est qu'à chaque ouverture de session, il se connecte de préférence sur mon contrôleur de domaine Windows, contrôleur de domaine d'e-legacy. Comment on va faire ce petit miracle? Eh bien, en fait, c'est tout bête. On va aller paramétrer les sites Active Directory. Et on va aller donc ici, par exemple, sur AAD01. Et en fait, on va voir qu'au niveau site et service AD, on leur a fait une conf un peu spéciale. Là, j'ai deux sites AD. Ici, j'ai mon nouveau serveur VNext, fin 2025. Et il réplique avec un 2016. Ça aurait pu être aussi un 2025. Hein. C'est juste que je n'avais pas le temps de monter les deux. Vous voyez, ça réplique bien. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on triche. On déclare toutes les machines avec toutes les machines legacy avec un OS non supporté, avec un sous-réseau IP en /32 qu'on affecte au site legacy. Ce qui fait qu'une fois qu'elles ont réussi à ouvrir une fois la session, à calculer leur site, elles vont se connecter correctement sur le contrôleur de domaine legacy uniquement. Et ça marche aussi pour l'application des GPO. Donc là, en fait, on a quelque chose où globalement, la machine va arriver à appliquer ses GPO. Alors, j'ai entre-temps rebooté les serveurs, vous ne l'avez pas vu parce que j'avais coupé le partage. Donc, cette machine-là a un cas un petit peu particulier. Je vais voir si ça remarche bien. On va voir si cette fois-ci c'est bon. Je la redémarrer parce qu'entre-temps, elle a subi des choses. Mais vous voyez maintenant, ça y est, elle a basculé son EDFS sur NetLogon. Et si je vais sur Sysvol, décidément, Sysvol est encore un souci. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Ah, j'aurai un problème sur le AD01. Alors, c'est un effet démo qui n'a rien à voir avec la présentation. Si NetLogon fonctionne, Sysvol devrait marcher. Ouais, je ne sais pas pourquoi il me renvoie. Attendez, je vais le redémarrer parce que j'aurais jamais dû démarrer avant les décès. Hop. Les petits problèmes de client DFS. En tout cas, vous verrez qu'au redémarrage, ce qui se passera, c'est qu'il va bien aller sur le AAD01 qui est ma cible DFS et non pas sur mon autre serveur. Voilà, je voulais vous montrer ça. Pour terminer, parce que les 16h31, il va falloir finir. Dès que c'est redémarré, je vous remontrerai. Je voudrais qu'on parle aussi un peu de la sécurité des machines legacy. Quand on a fait les modèles de sécu avec les confrères de la communauté Ardon, on est plus de 200 contributeurs, hein, 30 actifs, mais 200 contributeurs. Donc, quand nous avons fait les modèles, ce qu'on a défini, c'est que on voulait en fait arriver à proposer une solution pour durcir les machines avec des OS très anciens, comme le 2003, sans que ça soit pour autant une passoire en termes de sécu. Et bien, notre approche a été la suivante. On s'est dit, quels sont les protocoles ciblés par les attaquants sur des machines comme le 2003? Bien évidemment, le protocole RDP, le protocole SMB, le protocole RPC. Et bien, regardez ce qu'on fait, c'est qu'on a des GPO qui vont déjà nous permettre d'avoir un seul type de compte qui peut se connecter sur ces machines, c'est le compte T1L pour un Windows 2003. Le T0 sera rejeté. Mais en plus, on va couper le cache d'authentification. Donc ça, c'est une GPO qui permet de ne plus avoir de cache d'authent. Donc il n'y a plus de login mot de passe en cache sur la mémoire, enfin dans la base de registre. Mais on va aller plus loin. On va se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le service serveur? Est-ce que le 2003 a besoin d'être serveur de fichiers? 90% du temps, non. C'est des serveurs applicatifs, des métiers. Il y a rarement besoin du serveur SMB, du service SMB serveur. Par contre, il y a besoin du service SMB client. Il faut que lui puisse se connecter à des partages.
Donc, le service de partage de fichiers, mais client, lui s'appelle LANman Workstation. On le laisse tranquille. Le service serveur, LANman Server, bah, lui, on l'arrête. Et la GPO, elle est sèche. Hein. Elle dit, on te coupe le démarrage du service. Enfin, on configure le service pour qu'il soit en désactivé. Et on fait ça pour d'autres services. Le browser, on n'en a jamais besoin. Le RDP non plus. Il n'est pas question de juste dire qu'on ne veut pas se connecter en RDP. On coupe le binaire. Et après, ce qu'on fait en dernière étape, c'est qu'on remet un pare-feu en entrant. Alors, soit au format 2003. Donc là, c'est le pare-feu sauce 2003. Soit, si c'est des 2008 R2, c'est les nouveaux firewalls. 2008 R2 est version supérieure, un Vista est supérieur pour être précis. Et là, c'est le firewall avec les 3 profils. Et dans les 3 cas, enfin dans les 2 cas, je veux dire, on a la capacité de bloquer tout le trafic entrant, mais autoriser le trafic sortant. Donc en fait, le Windows 2003, ça devient un mur. Tant que l'attaquant n'a pas un moyen direct de se connecter, il ne le voit pas sur le réseau. Et évidemment, idéalement, il faut qu'il y ait juste le protocole de l'appli métier, qui ne doit surtout pas être du 80 ou un serveur web. Ou alors, si c'est du web, il faut que ce soit un Apache supporté, mais certainement pas un 2IS. Il n'y a que ça que vous ouvrez. Et souvent, c'est des serveurs de traitement, donc c'est plus du flux sortant. Ce n'est pas forcément un serveur frontal. Voilà, donc ça, c'est la petite touche de plus qui va nous permettre, nous l'espérons, de sécuriser aussi les entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, en faisant qu'elles puissent garder plus longtemps des OS non supportés, ou tout simplement permettre à des entreprises qui travaillent dans l'informatique industrielle, où les durées de vie des produits sont beaucoup plus longues, 20, 30 ans, bah, elles aussi, de pouvoir garder l'informatique industrielle avec un minimum de sécurité. Voilà, il est 16h35. La session, on a 5 minutes de retard. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que ça vous a paru clair, tout cela? Je crois qu'il y avait une question, de mémoire sur l'ajout, ajouter un nouveau tiers à un environnement existant nécessite la recréation de groupes, de GPO, etc. sur le tiers qui va être nouvellement créé. Tout à fait. Encore une fois, le modèle est extensible. Donc, il y a un script qui permet de le déployer, paramétrable avec un fichier de conf XML. Donc là, c'est typiquement des projets que nous, on est capable de faire avec vous pour vous apprendre à déployer, à migrer des environnements existants avec votre configuration à vous. Certains clients, ils n'ont pas besoin des 5 tiers parce qu'ils n'ont pas de legacy. Donc, on leur crée que les 3 tiers. D'autres, effectivement, comme vous le sous-entendez, auraient au contraire besoin de tiers supplémentaires. Donc, typiquement, on l'a eu ça assez récemment avec de l'informatique industrielle. Le client a choisi de créer un tir dédié pour ça. Donc, encore une fois, tout cela est faisable. C'est complètement customisable. Il faut voir le modèle comme une sorte de base de travail. Ce n'est rien de plus qu'une base de travail. Ce n'est pas là pour être figé. Ça, c'est vraiment pour les TPE-PME. Mais pour les sociétés de taille standard, on va dire, à partir d'une centaine de personnes, on va commencer à rentrer dans de la custo. Et là, c'est une belle base de travail pour éviter de reprendre les 500 jours hommes où on redéveloppait tout de zéro. Ok, merci Guillaume. Si vous avez d'autres questions, bah, le chat est ouvert. Clairement, en termes de documentation, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y a sur le site de la communauté Ardennes déjà un paquet d'infos qui sont mises à votre disposition par la communauté Ardennes, et donc l'excellent travail qui a été mené sur toute la réflexion et le durcissement de ces environnements. Donc allez y jeter un petit coup d'œil parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que de l'Active Directory. Guillaume, d'ailleurs, un petit mot sur les autres sujets, parce que on a voulu aujourd'hui partir de la base qui était l'Active Directory, mais effectivement dans les environnements de plus en plus hybrides, forcément du 365. Dans les environnements, il y a aussi de la PKI, donc potentiellement un petit Arden CS, ça peut être pas mal. D'autres sujets, je crois qu'il y a d'autres sujets dans les cartons. Complètement. Hein. Et pour répondre un peu à cette question-là des sujets, alors juste pour info, donc j'ai rebooté le 2003. Hein.
Donc là, ça y est, il applique bien les GPO suite au redémarrage, parce que je venais de le joindre dans le domaine, donc il n'avait pas encore calculé. Donc, vous voyez, là, c'est bien passé cette fois-ci. Donc les GPO s'appliquent correctement sur le 2003. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les groupes d'admin qui sont tombés. Hop, excusez-moi. Et pour répondre sur le site Ardonade, je vous propose c'est qu'on y fasse un petit coup d'œil. Et il y a pas mal de choses qui vont sortir. Vous voyez, là, on a bien les local admin qui tombent toutes seules. Et donc, pour revenir à la question, maintenant que j'ai montré ça, effectivement, il y a une partie documentation sur le site que vous pouvez consulter qui est publique. Donc, toute la doc n'est pas encore publique, mais il y a une grande partie de la documentation qui l'est. Et là, on est en train de retravailler le kit d'attaque et le kit formation AD cybersécu. C'est déjà beaucoup de choses. Vous voyez, technique d'attaque, je vous ai montré le document. Formation M365, guide cybersécu Active Directory. Ce guide-là va être très prochainement mis à jour avec tout un kit d'attaque sur AD, ADCS. Et enfin, il y a le doc de présentation et de déploiement de la solution, donc qui va être très utile aussi pour vous. Alors ça, c'est pour le 365 et vous avez la même chose pour AD. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui vous seront déjà utiles en documentation. Et effectivement, tous les projets, ils sont sur le Git, sur GitHub. Donc, Ardon AD, c'est ici. Et Ardon 365, c'est là. Donc, l'actualité, c'est on est en train de revalider la 2.9.5 bêta 6. Donc là, il y aura un très gros, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de corrections de bugs. On fera une 2.9.6 qui sera la finale, où là, il y aura une trentaine de GPO supplémentaires. Donc, on va arriver à une 100, 120 GPO à peu près. Encore une fois, pourquoi autant de GPO? Parce qu'on découpe les mesures de sécu. On fait toujours du 80-20 à la communauté Ardon. Comme ça permet d'avoir 2-3 machines qui ne peuvent pas apprendre le paramètre. Et ben, on les met en exclusion et les autres machines ont tout. Au lieu d'avoir une seule GPO où on se retrouve avec 50% du parc qui est en exclusion. Voilà. On est très pragmatique à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le Ardon 365, on veut finaliser une version 1.0 orientée TPE-PME qui est plus un proof of concept que la version finale de la solution. Là, on est en train de faire les comités d'architecture pour finaliser la solution Ardon 365. Donc là, vous avez la doc qui va servir de spec avec toujours le fichier standard qui va un peu lister toutes les actions à faire. Et suite à ça, l'équipe en charge du développement d'Ardon 365, c'est Jean-François Fernandez principalement, qui est le honneur de ce projet-là, va redévelopper. Cette équipe-là, elle va complètement redévelopper l'outil qui sera en version 2.0. Voilà. Donc il y a des grosses nouveautés. Il y a eu une présentation d'Ardon 365 il n'y a pas très longtemps. Et le Ardon CS, on hésite à le sortir parce qu'on a déjà trouvé un outil qui ferait un peu ce qu'on voudrait. Donc on va plutôt référencer l'outil ou rejoindre le projet. Voilà. Ok, ben en tout cas, merci pour le super boulot et puis pour le partage. Je vous en Clairement, prie, au plaisir. un grand coup de chapeau à la communauté Ardon, qu'on salue et voilà, et un grand merci d'avoir accepté cette participation sur l'OCOI. Il y a Shafik qui nous a rejoint. Ça y est, il a pu trouver donc qui est le président de l'OCOI pour Guillaume, qui a pu trouver une connexion internet et voilà. Ouais. Donc je vais lui laisser, je te laisse un petit morceau de parole. Oui, tu as tout dit, hein, vraiment pour remercier Guillaume parce qu'on voit les commentaires. Moi, j'ai pu suivre dans le taxi qui m'amène à l'hôtel, parce qu'effectivement, je suis sur Tana à Madagascar pour une intervention. Et donc, j'ai pu suivre malgré les problèmes de connexion. Te remercier, effectivement, comme a dit Flavien, vraiment pour la qualité. C'était très riche, très intense. Et comme dit certains dans le commentaire, effectivement, il va falloir certainement revoir. On espère que la vidéo est bien enregistrée et elle n'a pas planté cette fois. On va la mettre sur la chaîne YouTube de l'OCOI. Donc, on a une chaîne YouTube. Et effectivement, n'hésitez pas à la revoir. Et Guillaume a partagé ses contacts également. Donc, n'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez besoin justement d'éléments supplémentaires ou d'appui supplémentaires sur ce qu'il a présenté. Mais moi, vraiment, le peu que j'ai pu entendre, j'ai vraiment adoré parce que vraiment, c'est des bonnes qualités. Et en plus, ça couvre vraiment l'ensemble du scope. Et voilà, donc vraiment remercier Guillaume vraiment pour sa présence. Remercier tous les participants, les animateurs, donc Flavien et Bruno, et vraiment tous les participants à nouveau qui nous ont rejoints sur cette session qui fut, pour l'instant, c'est notre meilleure session en termes
de personnes présentes, en termes de personnes qui sont restées également, parce qu'il y a pas mal de déperditions en général. Et là, il y a eu beaucoup de monde qui sont restés. Donc, merci vraiment, Guillaume, et à toute la communauté Ardennes. Et à très bientôt, parce que effectivement, alors vous parlez tout à l'heure de 365, d'Ardennes 365. On a dans les ambassadeurs de l'OCUI, on a Mister Cefala, et qui nous a proposé de présenter également à la communauté, de présenter Ardennes 365. Donc juste la présentation, je pense voilà, ça va être équivalent au webinaire que vous avez déjà fait auparavant, mais voilà, juste Tout à la fait. présentation de 365, et on va la planifier, je pense, d'ici début mars, logiquement. Voilà, donc on devrait caler une date avec Cefala pour présenter la partie 365. Ce sera avec en tout cas un grand plaisir. Voilà, il faut vraiment pas hésiter. Ce sont les outils qui ont été faits pour vous. Voilà, c'est avec tous ces outils-là qui bloquent les attaques, il y a vraiment moyen d'arriver à pourrir la vie aux attaquants en les ralentissant. Il faut se dire que si un attaquant ne rentre pas en 1 heure, potentiellement, il essaiera d'aller ailleurs. Donc c'est ça l'objectif, hein, c'est de faire que, au lieu de rentrer en quelques minutes, l'attaquant, il va rentrer en plusieurs heures. Et si on arrive à cet objectif-là, le modèle économique des cyberattaques se cassera la figure mathématiquement. Quand on passe de 1 heure à 72 heures, on ne peut plus être rentable dans le modèle existant. C'est-à-dire que le modèle du rançongiciel sera terminé. Peut-être que ce sera le modèle de l'exfiltration de données et au chantage aux données, mais c'est quand même, tout le monde ne paye pas. Donc, en arrivant à durcir profondément les systèmes, on fera que, effectivement, les attaquants n'arriveront plus à rentrer aussi facilement dans le système. Voilà, c'est ça qui est important. Et surtout, sanctuarisez vos sauvegardes, protégez-vous. À moins que vous ayez un métier très particulier où vos données soient vraiment hyper sensibles et que leur diffusion en public soit catastrophique, mais vraiment réellement, hein, parce que tout le monde a l'impression que c'est catastrophique que les données sortent, c'est assez rare que ça soit si catastrophique que ça. La moitié du dossier médical est déjà sur Internet et on n'en a pas plus parlé que ça. Donc, disons-nous que l'important, c'est de pouvoir restaurer. Et c'est vrai que des sociétés comme Cinetis, si les données fuitent sur Internet, là, c'est plus problématique, c'est notre image de marque. Donc, nous, on est vraiment embêtés. De là à dire qu'on irait payer, je ne pense pas. Mais plus sérieusement, voilà, il y a des cas particuliers, effectivement, des sociétés appelées à Cinetis, où c'est vraiment une catastrophe internationale pour nous que les données fuitent. Mais pour des sociétés dont le métier, par exemple, c'est de l'industriel et qu'il n'y a pas de secret, justement, industriel, c'est juste des chaînes de fabrication. Si c'est les chaînes de fabrication qui ont été compromis, quel est l'impact de la donnée des sorties des données? Enfin, en quoi c'est grave la sortie des données? Donc, elle, ce qui est grave, c'est qu'elle ne puisse plus produire. Et donc, la meilleure réponse à ça, c'est la sauvegarde déconnectée. Et j'insiste lourdement dessus, parce qu'il y a une forte tendance aujourd'hui à faire de la sauvegarde immuable, mais elle est souvent mal paramétrée. Souvent, on pense que notre sauvegarde est immuable, mais en fait, elle est effectivement immuable du point de vue de logiciel de sauvegarde, mais malheureusement, elle est stockée sur un stockage qui n'est absolument pas lui immuable. On donnait l'exemple tout à l'heure des machines virtuelles. Avoir une sauvegarde immuable en machine virtuelle, c'est juste permettre à l'attaquant de supprimer la VM où est stockée votre sauvegarde immuable. Donc, de la supprimer définitivement, votre sauvegarde immuable. Donc voilà, c'est vraiment ces messages-là que je matraque, parce que quand l'attaquant, il est chez vous, mais que vous avez la moyen de restaurer, eh ben, l'attaquant, vous ne le paierez pas. Et ça s'arrêtera quand ils ne seront plus payés, ces gens-là. Voilà, c'était un peu le message de la fin, mais qui était, j'espère, compris de tous, et j'espère avoir fait passer ce message-là. Voilà, C'est bonne journée à tout le parfait. monde. Ouais, Merci beaucoup, Guillaume. Avec un petit clin d'œil pour les tests de restauration, Guillaume. Et les tests de restauration s'imposent aussi. Nous sommes bien d'accord. Ok, Voilà. pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense qu'on va se recroiser sur d'autres fronts, et porter ce message-là semble important. Voilà, continuer le boulot que vous faites, c'est super. Ouais, Merci à bravo vous. encore. Bonne journée. Ouais. Merci Guillaume. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Flav. Merci Bruno. Merci. Allez. Allez, À au revoir. bientôt. Bye. Hop là, donc, alors, comment on fait? Si vous J'arrête. pouvez juste couper l'enregistrement. Attends, j'arrête tout de suite. C'est bon? Ouais, c'est